La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Voici les principaux titres pour cette semaine. Impact des changements climatiques sur le potentiel éolien au Canada. Avec ces simulations climatiques-là, on a évalué dans les 30 prochaines... on a évalué une longue période, mais on s'est intéressé à une période de 30 ans. Actualité de la Fédération des TCA du Québec. Le CRTC a sorti son plan, c'est un plan 3 étapes qui va se terminer à l'hiver 2024. Pamela Rooney, une nouvelle fois nominée au Texas. Oui, je vais retourner le 16 octobre. Je vais retourner, puis les prix, ça se donne le 22 octobre. Comme ça, je vais rester une semaine. C'est des activités pendant une semaine. Nomination d'un PDG pour la zone bleue. Les gens qui veulent venir de l'extérieur, donc hors Québec, mais aussi des entreprises québécoises qui ont développé des technologies applicables à la capture ou à la transformation, puis qui veulent des bancs d'essai. Entretien avec Nathalie Drapeau de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Ben oui, nous, les chiffres nous le démontrent. Là, c'est quand même une augmentation globale de tout ce qu'on génère. Là. Quand nous, on parle de matières résiduelles, ce sont les matières recyclables, les matières compostables, les matières valorisées aux écocentres, les déchets. Règlement sur la redevance touristique. Percé ira en appel du verdict. Nous sommes non seulement déçus, mais en désaccord avec la décision rendue par la Cour supérieure. La Ville de Percé va donc porter cette décision devant la Cour d'appel du Québec. La MRC du Rocher-Percé est prête à recevoir les touristes. On a besoin de tout le monde ensemble et tout le monde est l'ambassadeur de l'autre. Et tout le monde, dans le fond, a toujours de la répercussion sur un autre parce que c'est un ensemble de services qu'on offre. Plus de 24 millions de dollars pour Mérinoff. Les retombées d'un tel projet bénéficieront non seulement à la Ville, à la MRC du Rocher-Percé, mais à terme à toute la région maritime. La revue de presse hebdomadaire. Bonne émission. Marc Hébert discute avec Amélie Hins des dernières actualités de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, notamment de l'adoption du projet de loi C11. Nous l'écoutons. Alors, merci beaucoup Amélie d'être avec nous puis de bien vouloir répondre à nos questions aujourd'hui. On se parle parce que, entre autres, il y a le Sénat qui a adopté le projet de loi du gouvernement C11, la loi sur la diffusion continue en ligne. Alors, apparemment, ça va modifier la politique canadienne de radiodiffusion et puis ça accorde de nouveaux pouvoirs. Est-ce que tu voudrais, à l'organisme qui est le CRTC, est-ce que tu voudrais nous parler de qu'est-ce que ça va changer? Puis qu'est-ce que c'était un peu avant, mais qu'est-ce que ça apporte de nouveau, justement, pour que les gens comprennent bien? Oui, donc le projet de loi C11, ça vise à inclure les entreprises de diffusion en continu. Donc, pour donner des exemples, on va parler de Netflix, YouTube, dans le système de radiodiffusion. Parce que jusqu'à présent, la loi ne concernait que les entreprises de radiodiffusion, donc comme par exemple TELUS, Bell, Vidéotron, Cogeco. Donc maintenant, ça va inclure aussi les entreprises de diffusion en ligne parce que elles diffusent évidemment du contenu qui est produit soit par elles ou par d'autres acteurs. Donc c'est l'objectif de tout ça, c'est de les soumettre en fait à peut-être pas aux mêmes conditions, mais à certaines conditions qui pourraient ressembler à ce que les entreprises de radiodiffusion doivent respecter. Donc, un certain pourcentage de contenu canadien, obliger une certaine découvrabilité du contenu canadien aussi, puis participer à la production de ce contenu-là. Donc, en gros, c'est ça que ça vise, le C11. Alors du coup, concrètement, admettons pour la télé communautaire que nous sommes et les gens qui nous écoutent, c'est comme donner un peu plus de place justement dans ces grosses infrastructures de diffusion qui sont sur le web. C'est ça, c'est comme pour donner. Est-ce que ça donne un retour concret? Comment ça va marcher? On ne sait pas encore l'impact que ça va avoir, mais c'est justement ce à quoi visent
le processus qui est entamé en ce moment par le CRTC, donc les appels, les avis de consultation, c'est pour voir dans le concret comment eux, ils vont appliquer la loi qui a été adoptée récemment par le Parlement. Donc là, ils consultent en fait la population, mais tous les organismes de représentation, etc., pour leur demander c'est quoi votre vision, comment vous verrez ça, quel genre de normes on doit inclure, qui on doit inclure, ça va être quoi les limites, puis ce que ça pourrait représenter pour la télévision communautaire. C'est sûr qu'il y a un potentiel de financement parce que on sait que ici au Québec en particulier, la télévision communautaire est souvent financée par le câbleau distributeur avec une partie de ses revenus bruts. Donc, si les nouveaux organisations qui sont inclus dans la loi maintenant, donc les entreprises de diffusion en continu sont inclus là-dedans, on pourrait demander à ce qu'eux aussi participent au financement de la télévision communautaire. Parce qu'on produit du contenu canadien, du contenu local. Donc, on a une mission qui est très nichée puis que personne d'autre a. Donc, de fournir des émissions locales, mais aussi de l'information locale dans des petites communautés. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, c'est probablement là-dessus, vers ça que nous, on va s'en aller là dans nos représentations qu'on va faire. On va écrire des mémoires. C'est dû pour début juin et fin juin parce qu'il y en a 3 différents. Donc, on va commencer par ça. D'accord, donc c'est ça, les prochaines étapes, c'est que la fédération va travailler là-dessus, j'imagine avec les diffuseurs, les télévisions communautaires autonomes pour présenter toutes ces idées-là, comment vous voyez ça, c'est bien ça? Oui, exactement. Puis on travaille beaucoup en collaboration avec aussi les télévisions communautaires du reste du Canada parce qu'évidemment, nous, on est quand même chanceux au Québec. On a un réseau qui est quand même fort, bien implanté, mais ça reste une question nationale pan-canadienne parce que la radiodiffusion, c'est géré par le fédéral. Donc, on travaille en collaboration avec nos collègues du reste du Canada pour produire quelque chose qui va être le plus avantageux finalement pour nos membres. Alors ça, c'est pour le projet de loi C11. On va en avoir des nouvelles, j'imagine que d'ici cet été, je pense. Est-ce que c'est quelque chose qui va y avoir suite à ces dépôts-là de consultation publique? C'est à peu près quand la prochaine étape qu'ils vont décider? En fait, les premiers dépôts vont se faire en juin. Après ça, il y a toujours un temps pour répondre. Après ça, il y a un autre temps pour redéposer, répondre à la réponse. C'est un petit peu long. Le CRTC a sorti son plan, puis c'est un plan 3 étapes qui va se terminer à l'hiver 2024. Donc, on s'imagine que quand la loi est adoptée, voilà, c'est chose faite. Maintenant, on peut passer à autre chose, mais non, avec le CRTC quand même, puis les consultations, puis l'implémentation, tout ça, ça va prendre un autre an et demi avant là qu'on voit vraiment le bout du tunnel, là, mais bon, ça avance. D'accord. Alors donc ça, c'était pour C11, et je sais qu'il y a aussi le C18. Est-ce que tu voudrais nous faire un petit bref résumé sur à quoi correspond exactement ce projet de loi? Oui, C18, donc ça va concerner les plateformes de diffusion en ligne. Donc, c'est pas nécessairement des producteurs de contenu, mais c'est des plateformes qui vont diffuser le contenu qui est produit ailleurs. Donc, on va parler de Meta, donc Facebook, de Google. Évidemment, quand on fait des recherches Google, c'est ce qui va ressortir, c'est des choses que c'est pas Google qui a produit. Donc, c'est des productions qui viennent d'ailleurs. Donc là, l'objectif de C18, c'est de faire participer ces plateformes-là à la production de nouvelles au Canada, parce que en fait, ce qui est arrivé dans les dernières années, ça fait quand même un petit bout là que c'est en marche. La manière que les nouvelles étaient financées, c'était par la publicité, évidemment, c'était la plus grosse source de revenus. Mais les publicitaires ont déserté les médias traditionnels pour aller acheter de la publicité en ligne. Donc, le marché est tout là, mais les plateformes en ligne, ils participent pas ou très peu à la production du contenu qui est diffusé sur leur plateforme. Donc, l'objectif de C18, c'est de faire participer ces plateformes-là à la création du contenu pour financer les nouvelles au pays.
Donc, en gros, là, c'est très, très grossièrement, c'est à ça que ça sert C18. Puis là, on est rendu vers la fin du processus. Le projet de loi, il est en 3e lecture au Sénat. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une intervention récemment au Sénat pour demander à ce que la télévision communautaire soit explicitement nommée dans les partenaires potentiels pour les géants du web. D'accord, c'est vraiment ça serait un gros, c'est comme lier un peu, demander de l'argent à Facebook entre guillemets et d'autres pour la production, tout ce qu'on produit sur le canal, enfin sur le canal, sur les réseaux et qu'on poste justement sur Internet. Toi, tu penses que ça, est-ce que c'est quelque chose qui, est-ce que c'est comme c'est David contre Goliath ou c'est comment est-ce que ça, comment tu vois ça? Est-ce que c'est quelque chose où tu sens que c'est potentiellement c'est possible? Il y a un potentiel, mais c'est évident que, tu sais, on n'a pas les mêmes ressources que les plus grands réseaux. Et puis, la manière que fonctionne C18, en fait, ça va être des ententes de gré à gré qui vont être passées entre les géants du web et les médias, les organismes de presse qui veulent recevoir de l'argent. Donc, il n'y aura pas la création d'un fonds indépendant qui va distribuer l'argent qui est mis là-dedans chaque année. Donc, il faut aller passer une entente avec directement Google ou Facebook si on veut avoir de l'argent. Donc, c'est pour ça que nous, on tenait à ce que les télévisions communautaires soient explicitement nommées pour être certain que Google, tu sais, nous considère simplement parce que tu pourrais facilement dire ben non, on va pas se donner la peine, tu sais, vous êtes des trop petits joueurs, mais le fait que dans la loi c'est écrit qu'il devrait y avoir une diversité, une diversification des sources de nouvelles produites, puis que les nouvelles locales sont mentionnées, on pense que ça, évidemment, ça peut nous aider. Mais encore faut-il réussir à contacter Google et ou Facebook pour parler avec eux autres puis en venir à une entente, là. Donc ça, c'est pas fait encore. Mais au moins, ça fait brasser le sujet, le débat déjà sur la place publique et au niveau gouvernemental, ce qui n'est pas rien quand même comme intervention. Oui, exactement. Tu sais, puis c'est quelque chose qui va être connu, fait qu'après, bon, nécessairement, ça peut juste, on peut juste avancer. Tu sais, puis l'objectif, c'est justement que le gouvernement soit au courant puis reconnaisse le travail qui est fait par nos télévisions puis les médias communautaires en général, dans un monde où l'information est de plus en plus centralisée dans les grands centres. Parce qu'il y en a plus d'argent pour envoyer des journalistes dans les plus petites localités, fait que c'est de plus en plus difficile, alors que nos médias sont déjà présents sur le terrain. On fait déjà la job. Donc, si ça, c'est reconnu, ben après ça, je pense qu'on a une plus grande légitimité à dire, ben regardez, nous, on fait ce travail-là. Je pense qu'il faudrait le financer parce que c'est pas un travail qu'on peut faire non plus gratuitement, là, tu sais. Puis c'est extrêmement important pour la vitalité des territoires, pour la démocratie. Donc c'est là-dessus qu'on mise. C'est un travail constant pour être reconnu. Hein. C'est un peu comme ça que je le ressens au fur et à mesure des années. Est-ce que, ben pour terminer, l'avenir, toi, je sais que c'est un sujet qui peut, il y a différentes pistes et différentes possibilités, mais avec dans tout ce en quoi vous baignez à la fédération, tout ça, je sais qu'il y a la projection, l'idéal de ce qu'on voudrait, puis ce à quoi on doit aller parce que c'est les lois et on doit marcher un peu sur un sentier qui nous est tracé. Mais toi, tu vois ça comment un peu pour les télévisions? On va parler des télévisions communautaires, mais je sais qu'il y a tout l'aspect canadien et radiodiffusion. Mais si on parle des télés au Québec, par exemple. Moi, je pense qu'on est chanceux au Québec parce que nos médias communautaires sont très bien implantés dans leur milieu, puis ont une reconnaissance quand même, tu sais, de leur milieu. Donc ça aide beaucoup. Je pense que on détient une niche qui est cruciale. L'information locale, ça va jamais arrêter d'être important. Les gens vont jamais vouloir arrêter d'en avoir, c'est impossible. Donc
c'est sûr que pour moi, on est là pour rester. Pour moi, c'est une évidence. Après, il faut réussir à ce que les plus grandes corporations le reconnaissent, ça, puis être financé à notre juste valeur pour le travail qui est réellement produit, puis l'impact que ça a dans les communautés. Donc, moi, je pense que l'avenir, c'est sûr que ça sera pas tout rose, puis c'est un travail constant, comme tu le disais, là. C'est évident. Mais ça va rester primordial, ça va rester hyper important. Fait que j'ai quand même confiance à cause de ça, à cause de la nature du travail qu'on fait. Je pense pas que il y a un grand danger. Le danger, c'est de pas reconnaître ce qui est fait. Donc, c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler. D'accord. Mais merci beaucoup, Amélie, pour ton temps et d'avoir répondu à nos questions. Ça me fait plaisir. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La zone bleue vise à fédérer et déployer l'écosystème d'innovation bleue et durable à Rimouski et à Grande-Rivière en misant sur une expertise de valorisation des ressources marines ainsi que du génie maritime et de navigation intelligente ancrée dans des milieux de vie attrayants. La nomination de M. Martin Beaulieu à titre de PDG de la zone bleue permettra de réaliser les dernières étapes nécessaires à une désignation éventuelle de zone d'innovation en économie bleue. Marc Hubert a rencontré le nouveau PDG qui nous parle plus en profondeur de ce projet unique pour l'ensemble de la filière québécoise. Alors, est-ce que vous pourriez me donner la définition de l'économie bleue avant que s'en aille dans la zone bleue? Oui. L'économie bleue, c'est un concept avec lequel nous, on a commencé à travailler peut-être en 2016-2017. Avant, on parlait beaucoup du maritime au sens large. L'économie bleue, ça regroupe vraiment tout ce qui est, j'aime dire, sur l'eau, dans l'eau et en périphérie de l'eau. Donc, dans le cas du Québec, c'est évidemment capture-transformation, c'est les biotechnologies, c'est les armateurs, la navigation, les ports, notamment. Donc, c'est très large. Puis, il faut pas oublier aussi que ça inclut également les sciences sociales. Comment on interagit avec les écosystèmes, comment les communautés riveraines vivent à proximité dans notre cas, nous, du Saint-Laurent. Donc, c'est extrêmement large, mais dès qu'on sait que c'est rattaché à l'eau, il y a des bonnes chances que ce soit l'économie bleue. Alors maintenant, quel est le lien entre l'économie bleue et la zone bleue? Qu'est-ce que la zone bleue fait pour s'attacher à l'économie bleue? La zone bleue, c'est un projet qui a été développé là, conjointement entre Bas-Saint-Laurent-Gaspésie avec 2 pôles centrales, basés à Rimouski et Grande-Rivière. Donc, c'est un projet qui vise à terme à devenir une zone d'innovation, comme les projets qu'on a déjà vus à Sherbrooke, Bromont et dernièrement là, la vallée de transition énergétique en Mauricie. Donc, ce que la zone bleue vise à faire, c'est vraiment, c'est d'abord et avant tout, c'est important de le préciser, là, c'est une vision économique du gouvernement du Québec, mais ce que les zones d'innovation font, puis particulièrement la zone bleue, c'est vraiment venir recouper tout ce qui se passe dans la filière. Donc oui, les entrepreneurs, donc petites, moyennes entreprises et même grandes entreprises, toutes les entreprises en démarrage qu'on appelle habituellement ou de façon générale les startups, les fonds d'investissement, parce qu'il faut financer toute cette vision-là, puis l'académique. Donc les centres de recherche, les centres de formation, les écoles nationales. Dans le cas de la zone bleue, l'université principale, c'est l'Université du Québec à Rimouski. Et évidemment, oui, on le fait pour l'économie du Québec, on le fait aussi pour rayonner hors Québec. Dans le cadre du cahier des charges des zones d'innovation, c'est important de démontrer vraiment que il y a une expertise qui est connue et reconnue et qui peut rayonner hors Québec. Donc, dans le cas de la zone bleue, on l'a démontré qu'on avait cette expertise-là, puis qu'on avait aussi des entreprises qui rayonnaient au Québec et hors Québec. Et là, si on fait un peu, on peut faire un peu l'exercice de faire un focus un peu plus sur Grande-Rivière pour les gens qui nous écoutent dans le secteur. Concrètement, si vous pourriez donner un exemple, comment est-ce que la zone bleue, avec l'économie locale ou bien les problématiques liées aussi à ce qui se passe dans notre secteur, comment est-ce que quel exemple vous pourriez donner pour avoir quelque chose de concret? Les exemples sont multiples. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est notre capacité avec la zone de carrément donner un signal que la filière est importante,
puis qu'on veut la supporter puis la développer. L'exemple précis au niveau de Grande-Rivière, ben, c'est le projet là, qui va démarrer dans les prochains jours, qui est le district d'innovation marine. Donc, c'est un projet de 33 millions là, qui est issu d'une vision de la région pour vraiment aller donner un centre, là, un lieu physique de réseautage entre les entreprises, les centres de recherche, les gens qui veulent venir de l'extérieur, ou donc hors Québec, mais aussi des entreprises québécoises qui ont développé des technologies applicables à la capture ou à la transformation, puis qui veulent des bancs d'essai pour aller l'essayer, soit avec, par exemple, avec des homardiers. Donc, ça leur donne une base là pour travailler au niveau du district pour interagir avec les acteurs de l'économie de capture-transformation gaspésienne. Donc, ça, c'est vraiment un exemple concret. Il y a d'autres projets d'investissement, là, notamment dans des parcs industriels qui vont permettre le déploiement de projets d'investissement privé. Évidemment, dans ce qui bouge également, c'est le déploiement de l'UQAR avec les annonces là, de l'année dernière qui font que l'UQAR va être plus présente aussi en formation en Gaspésie. Donc ça, on est convaincu que le positionnement de ce côté-là va vraiment être facilité pour l'enseignement supérieur sur votre territoire. Puis globalement, ben je pense que la zone bleue, c'est pas non plus un projet qui est coulé dans le béton pour les 5 prochaines années. Puis le message qu'on veut donner aux acteurs de la filière, c'est que la zone bleue se veut être agile. Donc, moi, je pense que les projets à venir vont être des projets qui vont être extrêmement structurants. Puis c'est un peu le message qu'on veut envoyer aussi. Maintenant qu'il y a une permanence au niveau de la zone bleue, ben les gens qui ont des projets qui veulent mettre de l'avant, ben ça va nous faire plaisir de discuter avec eux. D'accord. Quand je lisais justement un peu l'information sur votre site internet, il y a beaucoup l'aspect mis en avant par rapport à l'avenir, le futur, les problématiques liées à notre façon de consommer, que ce soit au niveau de ce qu'on va avoir besoin d'ici 2030, ou bien la façon dont on véhicule avec au niveau maritime nos produits. Est-ce que c'est dans le fond, c'est un peu un objectif entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pour essayer justement d'atteindre quelque chose au niveau réduire un peu notre impact, ou bien d'essayer de se sortir un peu de des problématiques liées au changement climatique? Ouais, ben vous avez raison, ça fait partie des thématiques et des préoccupations. Là, c'est clair que nous on veut avoir des projets, mais des projets qui ont quand même une approche durable, puis une réduction de l'empreinte carbone de façon générale. Donc, je me plais à dire que même si on est la zone bleue, la majorité de nos projets ont vraiment une forte connotation protection des écosystèmes, donc des projets verts. Donc, je vous dirais que la majorité de nos projets sont à mi-chemin là, entre le bleu et le vert. Ils sont souvent turquoise de ce côté-là. Fait que pour nous, c'est vraiment important de ce côté-là. Donc, tout ce qui est valorisation des ressources marines, oui, prélever, mais prélever de façon plus durable, puis valoriser également ce qui a été récolté au maximum. Ça, je pense que c'est un volet qui est extrêmement important. Puis vous l'avez mentionné, là, au niveau de la navigation, même si le déplacement de la marchandise par tonne déplacée avec un navire est le moyen de transport le moins polluant, ceci étant dit, on déplace tellement de tonnes par bateau qu'à terme, ça commence quand même à faire une certaine empreinte écologique pour ce mode de transport-là. Donc, d'où l'importance là, d'avoir des projets qui sont notamment en cours là, pour regarder l'utilisation de biocarburants. Vous avez en Gaspésie notamment un chantier maritime qui travaille sur des motorisations électriques pour certains bateaux de pêche. Donc, oui, effectivement, le volet économie verte est extrêmement présent dans l'ensemble de nos projets. Puis là, une question qui est plus dans votre façon de fonctionner en interne. Est-ce que c'est vous qui allez à la recherche des projets, où vous proposez des idées pour partir des projets, ou est-ce que des gens qui nous écoutent, qui auraient des idées, tout ça, peuvent aussi vous contacter pour lancer des projets aussi? Je vous dirais que c'est un mélange des deux, puis c'est pas seulement la zone aussi qui est responsable uniquement de ça, là. Les établissements d'enseignement, les centres de recherche, quand ils voient des clients ou des étudiants qui ont des projets, ils nous les réfèrent. Évidemment, les entreprises peuvent nous contacter pour les projets. Puis on est très proche du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.
qui peut également nous accompagner dans ça, puis Investissement Québec. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe pour s'assurer que les projets soient évalués, soient financés et soient déployés de façon la plus efficace et la plus rapide possible, sans oublier globalement aussi que la zone, de façon générale, n'a pas elle-même ses projets. Je pense qu'on est au service de la filière. Ceci étant dit, notamment dans le cas du district d'innovation maritime, ben ça, on a analysé dans le montage du projet de la zone bleue que c'était un besoin qui était important. Donc, c'est sûr que dans ce type de projet-là, ben là, la zone s'implique un peu plus pour s'assurer que cet outil-là qui est nécessaire là, pour livrer nos objectifs se réalise. Mais je vous dirais de façon globale, maintenant que je suis à temps plein pour la zone, ça va nous faire plaisir là, de commencer à être sollicité pour des projets. Ceci étant dit, on est en transition pour préparer, on l'espère, l'annonce officielle de la zone d'innovation le plus rapidement possible. Puis avec cette annonce-là, évidemment, il va venir plus de moyens. Donc là, on est plus en mode déploiement, en mode transition. Mais non, l'idée, c'est vraiment d'avoir le maximum d'interaction avec les gens de la filière là, pour voir les projets qui dorment sur certaines tables de travail, pour voir si on peut pas donner un coup de main pour que ça se fasse plus rapidement. J'aimerais terminer sur une question peut-être un peu plus justement ce qui concerne Grande Rivière et la Gaspésie. Est-ce que vous avez cette vision que on pourrait s'autosuffire déjà au niveau de l'alimentation maritime, enfin tout ce qui concerne ce qui vient de la mer? Est-ce que c'est aussi une direction que vous souhaitez prendre pour qu'au niveau économique, social, les impacts qu'on peut avoir sur les travailleurs et aussi sur ce qu'on peut consommer versus tout ce qui viendrait de l'extérieur? C'est quoi un peu votre point de vue à ce niveau-là? Ben, nous, je vous dirais que on s'inscrit quand même dans la préoccupation du gouvernement du Québec pour tout ce qui est relié à l'autonomie alimentaire. Donc, c'est sûr que pour nous, si on peut consommer plus de nos produits, les transformer davantage pour qu'il y ait une plus-value, pour nous, c'est extrêmement intéressant de ce côté-là. Il faut quand même être prudent. Certaines espèces ou certaines configurations du fleuve Saint-Laurent font que oui, on a de la biomasse ou on a certains types de poissons, mais en quantité quand même restreinte. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Mais pour nous, dans cette vision-là, on regarde beaucoup aussi comment on peut donner un coup d'accélérateur pour l'ensemble de la filière aquaculture au Québec. On pense que c'est une façon, si c'est bien fait, d'augmenter notre capacité de consommer des produits qui viennent du Québec. C'est sûr que nous, on est quand même assez prudent pour respecter également les entrepreneurs. Nous, on n'a pas de pouvoir comment je dirais, de forcer les choses. On a un pouvoir d'influence positive, mais c'est clair aussi que les marchés hors Québec qui ont été développés au fil des ans sont quand même des marchés porteurs. Les produits du Québec sont reconnus. Donc, je pense qu'on peut bouger un petit peu le curseur là, pour s'assurer que les produits québécois soient plus consommés, qu'on fasse un petit peu moins d'exportation, mais il faut s'assurer qu'il y a une proposition de valeur pour nos pêcheurs et nos transformateurs pour s'assurer que ils aient quand même une proposition d'affaires valable sur la table. Je pense que c'est un discours qui est entamé depuis un dialogue qui est entamé depuis plusieurs années. Puis je pense qu'on se donne les outils aussi pour concrètement bouger dans ce sens-là de plus d'autonomie alimentaire au Québec. Merci beaucoup, Monsieur Beaulieu, pour votre temps. Puis, je sais que vous avez été nominé il n'y a pas si longtemps que ça. Comme vous l'avez dit tantôt, maintenant vous êtes à temps plein, c'est ça? Donc, c'est quelque chose qui s'en va pour avancer. Je sais pas si c'est le bon terme, là, pour avancer plus vite que ça ne l'était avant. Oui, il y avait vraiment deux choses qui étaient importantes, là, à positionner puis qui demandaient la transition, là. La première chose, c'était, j'étais rattaché à la SOPER. Donc, à un moment donné, si je voulais aller justement rencontrer les parties prenantes, les entrepreneurs en Gaspésie, tout ça, je pense que c'était important que je débarque au nom de la zone avec un signal clair. Puis, évidemment, ça menait à l'annonce officielle. Ben, il y a quand même une petite liste de travaux à réaliser qui demande quand même là, un budget de temps plein. Pour compléter le dossier, pour aller vers l'annonce. Donc, c'était les deux raisons pour lesquelles là, le changement s'est fait le 1er juin.
Mais merci beaucoup pour votre temps, M. Beaulieu. Merci à vous, votre intérêt. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Dans le contexte de la crise climatique mondiale actuelle, l'intégration accrue d'énergies renouvelables se pose comme l'un des piliers les plus promoteurs de la transition énergétique. L'énergie éolienne, entre autres, a un rôle clé à jouer, mais pour assurer sa pérennité, il est essentiel d'évaluer si les changements climatiques sont à risque d'avoir un impact sur ses performances et sa rentabilité. Nergica, en collaboration avec Ouranos et Hydro-Québec, a donc mené une étude de 5 ans pour analyser l'impact des changements climatiques sur le potentiel éolien en Amérique du Nord. Marc Hébert en parle avec Marie-Lise Clément, chargée de projet de l'étude. Je m'appelle Marie-Lise Clément, je suis chargée de projet chez Nergica. On est un centre de recherche en énergie renouvelable situé à Gaspé. Alors bon, on se parle parce qu'il y a une étude justement qui est sortie pan-canadienne sur l'impact des changements climatiques, sur l'impact des changements climatiques sur le potentiel éolien en Amérique du Nord. Et en fait, on voulait savoir déjà pourquoi, et c'était quoi les objectifs d'avoir réalisé cette étude-là. Oui. Alors, comme vous avez dit, notre projet visait d'évaluer l'impact des changements climatiques sur le potentiel éolien avec un focus un peu plus spécifique sur le Canada. Notre projet s'inscrit dans un contexte qui est un peu plus large que ça. Là. Dans le fond, on est à un point où on doit limiter l'impact des changements climatiques, on doit réduire notre consommation de combustibles fossiles. Puis au Canada, on a des cibles à atteindre. On doit réduire nos émissions d'ici 2030. On veut atteindre la carboneutralité de notre réseau électrique d'ici 2035, la carboneutralité de tous les secteurs d'ici 2050. Et en parallèle à ça, selon la Régie de l'énergie du Canada, la demande en électricité va augmenter d'ici 2050 de 47 %. Donc, on sait qu'on va avoir besoin de plus d'énergie et en même temps qu'on va devoir réduire notre utilisation d'énergie fossile. Donc, on va naturellement se tourner vers les énergies renouvelables, plus d'énergie renouvelable pour les prochaines décennies. Sauf que la grosse question qui émerge à ce moment-là, c'est est-ce que les énergies renouvelables qu'on connaît, qu'on utilise aujourd'hui, vont être affectées par les changements climatiques? Donc, est-ce que, par exemple, les éoliennes vont continuer de produire aussi bien? Est-ce qu'elles vont être en mesure de répondre à nos besoins en termes de production pour le futur? Puis c'est dans ce contexte-là que nous, au Canada, au Québec, en Gaspésie, on a besoin de savoir si nos éoliennes, en climat froid, vont continuer à être performantes dans les prochaines décennies. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il y a une évaluation sur justement les vents, le givre, la production. Oui. C'est-à-dire comment vous avez pu réaliser ça dans le sens où j'imagine, vous avez des laboratoires pour tester les limites des éoliennes? Non. non, pas du tout. En fait, la façon que c'est fait, le projet était fait en collaboration. Donc, on était Nergica, le centre de recherche en énergie renouvelable avec une spécialité pointue en éolien en climat froid. On a travaillé avec Ouranos, qui est un consortium en changement climatique, puis Hydro-Québec, notre producteur d'électricité. Puis dans le fond, Ouranos, eux, leur spécialité, c'est vraiment de faire des simulations climatiques. Donc, ils vont simuler le climat des prochaines décennies, des prochaines centaines d'années, avec différents scénarios socio-économiques de pollution. Ça nous permet d'avoir une idée de l'impact futur des changements climatiques. C'est sûr qu'il y a une certaine incertitude, alors on considère typiquement plusieurs possibles trajectoires futures. Puis avec ces simulations climatiques-là, on a évalué dans les 30 prochaines... on a évalué une longue période, mais on s'était intéressé à une période de 30 ans, puis voir est-ce que l'impact des changements climatiques, ça allait être quoi l'impact des changements climatiques sur les vents, donc qui est à la base de la production d'une éolienne, mais sur le givre aussi, parce que le givre au Canada va coller sur les éoliennes, ça va s'accumuler, ça va affecter leur production, ils vont moins bien produire, ils vont même aller parfois jusqu'à arrêter. Donc, on a vraiment considéré les deux facteurs pour avoir des résultats qui sont fiables pour chez nous, puis pouvoir utiliser ces résultats-là directement là. D'accord. Donc, ce que j'entends, la question aurait été, est-ce que les éoliennes vont tenir le coup? Oui. Que c'est ça? Donc, en termes de résultats, ce qu'on a obtenu, c'est ça. C'est que les changements climatiques n'auront pas d'impact significatif sur la production des éoliennes au Canada. Donc, il n'y a pas de réel changement de production qui est anticipé pour les prochaines décennies. Puis, dans le contexte actuel, les changements climatiques, le besoin en puissance, pour le Canada, pour le Québec, notre étude vient confirmer que l'éolien reste un choix qui est stratégique, qui va être fiable à long terme, sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Donc, c'est des très, très bonnes nouvelles. Et en plus, ça fait une trentaine d'années qu'on opère des éoliennes, donc on connaît le potentiel de chez nous. On va être en mesure d'évaluer le potentiel futur, étant donné qu'il n'y a pas de changement. Donc, on est bien équipé là, pour continuer le développement de l'éolien. Ça demeure une valeur qui est sûre.
Puis là, c'est le chiffre qui m'a un petit peu étonné, là, de 47% de plus de consommation. Est-ce que on sait pourquoi? J'ai l'impression qu'on aurait plus une tendance à essayer plutôt de faire attention que d'essayer de consommer plus. Est-ce que c'est parce que c'est les nouvelles énergies qui nous demandent de consommer plus, C'est un chiffre, la Régie de l'énergie. Je suis pas certaine du calcul. C'est sûr qu'il y a dans le fond, à l'intérieur de la transition énergétique, il y a tout un pan qui vise l'électrification, donc on dépend moins des combustibles fossiles, que ce soit pour le chauffage, que ce soit pour alimenter certaines industries, certains commerces. Donc, on vise d'électrifier de plus en plus la majorité des secteurs. Donc ça va nécessiter plus d'énergie, puis on vise que cette énergie-là soit renouvelable. Donc, par exemple, on vise d'arrêter de chauffer des maisons avec des combustibles fossiles. Donc, pour ça, il faut que ce soit l'électricité qui chauffe. Donc, ça nécessite plus d'électricité. D'accord. Alors, du coup, j'imagine que ça veut dire que on va s'en aller, on garde le cap. L'idée, c'est de garder le cap de maintenir la production ou plutôt l'installation de parcs et puis pour pouvoir justement fournir. Donc, c'est quelque part une bonne nouvelle aussi pour la région. L'impact que ça peut avoir en retour pour là, on va parler de la Gaspésie parce que c'est ce qui nous concerne et il y a énormément de parcs. Alors, j'imagine que ça, c'est quelque chose qui amène à ce que au niveau économique et au niveau de tout ce que ça va produire pour le futur, c'est une bonne nouvelle, en fait, quelque part. Oui, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du Canada. Pour la Gaspésie aussi, c'est des bonnes nouvelles. Tu sais, l'industrie éolienne chez nous est un peu partout. On a beaucoup de parcs éoliens, mais on a aussi des fabricants de pièces, des fabricants de pales, des centres de recherche comme nous. Il y a des spécialistes dans la maintenance des éoliennes qui ont des expertises très, très pointues en Gaspésie. Il y a énormément d'emplois qui sont liés à ça. Donc, a priori, sur le plan scientifique, il n'y a rien qui justifierait que l'industrie ralentisse en Gaspésie. Mais tu sais, par contre, au niveau de l'expansion, il faut comprendre que le développement de projet ne va pas seulement dépendre de résultats qui sont techniques ou scientifiques comme on présente dans l'étude. Il y a d'autres considérations. Par exemple, on a des parcs éoliens qui vont arriver bientôt là, en fin de contrat avec Hydro-Québec. Donc, il va y avoir des négociations, des décisions de nature plus politique, économique sur l'avenir de ces parcs-là. Puis on sait aussi que pour nous, par exemple, toute l'énergie éolienne qu'on produit en Gaspésie, on n'est pas assez nombreux pour toute la consommer. Donc, on l'exporte vers l'ouest pour les grands centres. Mais les lignes de transport à certains endroits commencent à être saturées. Donc, on a un autre enjeu ici qui dépend pas du potentiel éolien, qui dépend pas des résultats scientifiques. Donc, c'est sûr que nous, on espère que les résultats de l'étude encouragent les décideurs à trouver des façons de continuer le développement ici. D'accord. Mais les résultats scientifiques permettent pas d'emblée d'assurer un plus grand développement de l'éolien en Gaspésie. Mais c'est très, très encourageant. D'accord. Donc, dans le fond, avec cette étude-là, l'idée, c'était de faire une recommandation ou plutôt de démontrer quelque chose au niveau gouvernemental. À quel palier, en fait, dans le fond, cette étude va pouvoir se retrouver dans les mains de qui pour permettre quoi au final? Notre étude, nous, dans le fond, c'est un projet de recherche. Nous, on est un centre de recherche, donc on fait des projets de recherche. C'était beaucoup de répondre à des questions pour lesquelles il n'existait aucune réponse à la base. Donc, une des particularités de l'étude, ce qui la rend vraiment unique, puis ce qui fait qu'elle se différencie des autres, c'est qu'on a intégré l'impact des changements climatiques sur le GIF pour la première fois. Puis notre étude est à l'avant-garde pour ça. Déjà, il y a très, très peu d'études qui sont faites sur l'impact des changements climatiques sur le vent puis le potentiel éolien au Canada, puis il n'y en a aucune qui inclut le givre. Puis nous, chez Energica, c'est vraiment ça qu'on fait. C'est une expertise qu'on développe. On a une dizaine d'années d'expérience là-dedans. On est une référence. Puis c'est vraiment ça la valeur ajoutée. Donc, nous, l'idée, c'était de répondre à une question qui n'existe pas. Est-ce que les changements climatiques vont avoir un impact sur le potentiel éolien spécifique du Canada, du Québec, de la Gaspésie? Puis le but, c'est de fournir une réponse un peu à tout le monde, hein? Donc, d'avoir des retombées pour l'ensemble de l'industrie, que ce soit les producteurs, les opérateurs, les turbiniers, les fabricants. On veut que ces gens-là aient le plus d'informations possible en main pour assurer une bonne planification, une bonne fiabilité de leur technologie. Puis on veut aussi que les décideurs puissent mesurer adéquatement les risques qui sont associés au changement climatique, puissent prendre des décisions qui sont éclairées pour la filière. On veut que tout le monde puisse avancer en connaissance de cause. Donc, c'était pas nécessairement un palier du gouvernement qui était visé, mais c'était vraiment l'ensemble complet de la filière, les décideurs, monsieur, madame, tout le monde qui sont intéressés aussi par comment ça se passe autour de la transition énergétique, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui devrait fonctionner.
Parce que c'est vrai que de l'information inexistante. Oui, puis c'est un angle auquel on n'était pas porté forcément à les regarder, comme des fois on dit oui, il y a les changements climatiques, donc il faut qu'on trouve des énergies renouvelables, différentes. Donc on a tendance à dire oui, les panneaux solaires, les éoliennes, mais est-ce qu'elles peuvent fonctionner alors que que le climat change lui-même? Donc c'était une question. C'est vrai que c'est un angle différent d'aborder Oui, puis il faut sujet. surtout pas penser que... Nous, on a été chanceux, on arrive à la conclusion que pour les prochaines décennies, il n'y en a pas d'impact, mais pour certaines autres technologies, pour certaines autres, par exemple, la température, on le sait, là, qu'il y a des impacts des changements climatiques qui sont importants. On ne peut pas assumer que le passé va être garant du futur pour toutes les industries, pour toutes les technologies d'énergie renouvelable, mais pour l'éolien, c'est une très bonne nouvelle, puis le passé va être garant du futur. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Lise, pour ton temps et puis pour d'avoir répondu à nos questions. Je sais que l'étude est en ligne. Enfin, je peux te dire, pour les gens qui nous écoutent, cette étude est en ligne, je pense, pour pouvoir y avoir accès plus en détail. Oui. Certainement, vous pouvez aller sur le site de Nergica, nergica.com, puis vous allez pouvoir trouver l'étude. D'accord. Merci beaucoup, Marc. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marc Bert s'est entretenu avec Nathalie Drapeau, directrice de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, pour discuter du bilan de l'année 2022, les défis attendus pour la deuxième moitié de l'année 2023, ainsi que les projets en cours et à venir. Nous l'écoutons. On voulait faire un bilan un petit peu déjà là on termine ce qu'on appelle un peu plus l'année scolaire, mais dans le fond, faire un bilan de cette année qui s'est écoulée, les bons coups, ce qui a peut-être moins bien été, ce qui est peut-être à revoir. Comment est-ce que toi tu ferais un résumé de cette année? Pour l'année 2022, là, on est au mois de juin, donc c'est comme, il y en a qui vont dire, oh, vous êtes là. Mais c'est que, parce que l'année 2022 a quand même été un apprentissage au niveau, une réflexion au niveau budgétaire. C'est-à-dire que on constate que c'est difficile de contrôler les coûts au niveau de la gestion de matières résiduelles. Je pense que c'est difficile dans tous les secteurs, mais la gestion de matières résiduelles, c'est jamais une bonne nouvelle. Alors le constat, c'était, en 2022, il a fallu augmenter les budgets au niveau de la gestion de matières résiduelles, et on a passé beaucoup de messages. On a rappelé les mêmes conseils ou les mêmes instructions, mais on s'est rendu compte que les améliorations avaient été quand même timides. Alors, ce qu'il faut, c'est il faut quand même se dire, OK, une fois qu'on fait ce constat-là, comment on twist ça, comment on rajoute une couche pour que les gens comprennent que va falloir qu'on travaille en équipe, ce dossier-là, si on veut être capable de contrôler cet aspect-là, notamment l'aspect budgétaire, là, mais aussi la quantité de matière qu'on génère comme citoyen, comme tout un chacun. Est-ce que tu constates que c'est de plus en plus, avec le temps, on génère de plus en plus, malgré qu'on soit il y ait des messages qui circulent avec les conditions climatiques ou des choses comme ça? Est-ce que toi, tu constates ça aussi? Oui, nous, les chiffres nous le démontrent, là, c'est quand même une augmentation globale de tout ce qu'on génère. Là. Quand nous, on parle de matières résiduelles, ce sont les matières recyclables, les matières compostables, les matières valorisées aux écocentres, les déchets. Fait que tout ça, ce sont les matières résiduelles. Il y a une augmentation de 1 à 2 % par année. Ça, cette tendance-là, elle ne se calme pas, là, elle ne diminue pas, c'est vraiment à la hausse. Donc, c'est pour ça qu'on s'est donné, nous, comme guide un petit peu court moyen terme, donc la réduction à la source, là, c'est un peu plus dans notre leitmotiv au quotidien, donc la réduction à la source, parce que c'est ça, parce que toutes ces filières-là demandent quand même d'investir de l'argent, donc plus ou moins, dépendamment des choix, mais ça demande quand même d'investir de l'argent. Ceci étant dit, il y a quand même des bonnes nouvelles.
C'est quand même, en début d'année, là, c'était pas en 2022, mais c'est-à-dire qu'en 2022, on a commis quand même pas mal d'investissements au niveau du centre de tri. Et ça, ben là, ça commence à porter fruit. C'est-à-dire on est en train de mettre ça à notre main, là, 6 mois plus tard, mais quand même. Alors, pour le tri, nous, ça va nous aider à augmenter la production et donc d'accueillir cette quantité-là supplémentaire qu'on reçoit tranquillement d'année en année. Et ça, c'est bien parce que c'est ça nous donne un petit peu plus de marge de manœuvre. Et on a des travaux, on va réaliser des travaux au site de compostage. Et ça aussi, ça va nous permettre d'être un petit peu plus agile, d'être un peu plus proactif dans notre façon de gérer les matières organiques et peut-être de composter plus rapidement. C'est ça notre enjeu, nous, dans notre coin. Parce que la température, elle nous laisse pas une grande période là, pour traverser le processus de compostage. Et donc là, en 2023, on va débuter les travaux. Fait qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Là. On a plein de projets là, qui avancent. Ouais. Le projet de déconstruction qui était quand même qui a donné des résultats fort intéressants aussi. Puis je voulais quand même te demander, quand tu parlais tout à l'heure d'aller à la source, dans le fond, est-ce que c'est nous, en tant que consommateurs, ou c'est les entreprises qui nous vendent les produits avec des suremballages et compagnie? C'est qui la source là-dedans? Ben, les deux. Les deux, tu sais, comme citoyens, là, on fait des choix. Tu sais, on peut faire le choix, c'est-à-dire de tolérer notre téléphone cellulaire peut-être 6 mois de plus. On peut faire un choix de produits. On peut faire un choix d'aller faire remplir notre contenant de savon à linge, tu sais, d'utiliser du vrac plutôt que de racheter continuellement les mêmes contenants. Je faisais le calcul, moi, c'est peut-être une 12aine de contenants par année que je sauve parce que je fais du vrac, mais je suis toute seule. Alors, on peut en mettre, on peut mettre 100 familles comme ça. Déjà, on est à 1200 contenants. Donc, comme citoyen, on a des choix à faire. Des choix, des fois, on était habitué à la facilité. Hein, là. Ils renouvellent les produits, ils sont plus beaux, une plus belle couleur, un plus beau format. Fait que je comprends, c'est difficile de résister à ça, mais ce qu'on consomme pas, ben on le rejette pas. Alors, on le génère pas. Donc, ça, c'est notre choix de citoyens, de consommateurs. Et oui, les générateurs, donc ceux qui mettent en marché tous ces contenants-là ou ces produits-là, ces matières-là, eux aussi doivent faire des choix, des meilleurs choix. Ça peut être des meilleurs contenants avec un taux de recyclabilité plus élevé. Ça peut être aussi de générer des produits qui ont une durée de vie plus longue. Je comprends que eux, ce qu'ils veulent, c'est peut-être des fois t'inciter à en racheter un plus rapidement parce que quand même, il y a de l'argent qui se fait qui est au bout de la ligne, mais d'avoir ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, entre autres, ça, faut combattre ça. Faut que ceux qui nous vendent des produits aient aussi leur conscience et nous offrent des trucs qui vont être en ligne avec l'environnement, puis quelque part nous aider à réduire ce qu'on génère comme matière. Alors, je comprends que c'est sûr qu'en Gaspésie, j'imagine qu'une grande partie des produits nous viennent quand même de l'extérieur. Ouais. Est-ce que quand même la régie intermunicipale peut aller rencontrer des acteurs locaux, comme souvent l'été, on va pouvoir acheter des framboises ou des fraises locales, mais elles sont quand même dans des contenants en plastique. Est-ce que vous avez une relation aussi avec les entreprises locales? Les entreprises locales, oui, parce que c'est une clientèle qu'on accompagne là, dans le cadre de nos conseils, de notre validation de leurs pratiques au niveau de gestion de matières résiduelles. On essaie souvent, tu sais, je pense au camping, aux cantines, aux restaurants, donc tout ce qu'on appelle, nous, des institutions commerce et industrie, on les accompagne de façon très proactive. Des fois, ils sont tannés de nous voir, là, et je peux comprendre parce que c'est pas leur priorité dans la vie, mais on essaie souvent de travailler des solutions pour réduire leur consommation, c'est ça, de réduire ce qu'eux peuvent générer, mais aussi de faire des meilleurs choix. Puis quelque part, on essaie toujours de garder en tête comment on peut leur faire économiser de l'argent. T'sais, au final, c'est un peu ça. Donc oui, on fait cet accompagnement-là, mais on est très impliqués dans les débats québécois.
Et tu sais, je donne un exemple, donc le chantier de modernisation de la collecte sélective qui a été entrepris par le gouvernement il y a à peu près 3 ans, mais nous, on a participé à tous les comités, là. On a écrit des mémoires, on a challengé des recommandations qu'ils avaient fait, on a eu des rencontres avec eux. Moi, souvent, là, je reviens, c'est même, j'ai comme une cassette, là, puis ils savent toujours, là, quand ils me voient apparaître dans le Zoom de la rencontre, ils savent très bien de quoi je vais leur parler, là, tu sais. Donc, arrêtez de nous générer des contenants puis des emballages qu'on peut pas recycler. Fait alors, on est très vigilant de ce côté-là, puis on continue de marteler le même message pour rendre ça plus facile pour nos citoyens puis nos usagers. Je voyais cette semaine, hier, je pense, mon collègue Laurent a diffusé une petite capsule sur les plastiques qui s'étirent. Oui, j'ai vu passer ça, oui. Oui, mais c'est fou, hein, mais il faut encore, faut l'expliquer parce que c'est encore incompris. Ça fait 20 ans qu'on recycle au Québec, mais il faut encore beaucoup en parler, là. Puis je le dirai jamais assez, là, mais de venir passer 1 heure au centre de tri, puis pour la majorité des gens, ça changerait leur façon de voir la matière. Le projet de déconstruction aussi de bâtiments qu'on a fait l'été dernier, ça a permis, on a eu beaucoup d'échanges avec les employés puis l'équipe de l'entrepreneur et ils voyaient plus le bout de 2x4 comme un déchet, ils voyaient le bout de 2x4 comme une ressource, tu sais, comme peut-être qu'on pourrait le réutiliser, puis c'était après quelques jours là, du chantier. Donc moi je sais qu'on est capable de faire ça, mais faut le faire en gang parce que quand on est juste 10%, c'est pas suffisant pour renverser la tendance. Puis on en revient aux citoyens, il y a eu aussi ce projet de, je crois que ça s'appelait Agent vert, non, il me semble. Est-ce que le retour de ça, est-ce que le fait que les gens avaient des conseils, des avertissements, tout ça, ça pouvait, et ça, tu sens que ça a aidé un peu? Ben oui, ça a aidé. C'est pas toujours perçu de façon très positive au départ, tu sais, parce que là, premièrement, l'agent vert, il remet des billets de courtoisie. La majorité des gens qui vont recevoir le billet de courtoisie, ils vont lire, vont dire, OK, faut pas que je fasse ça. OK? Donc, ils vont se corriger. Ils vont corriger, ou en tout cas, on n'aura pas il y en a qui vont rappeler, ils vont dire, j'ai eu un billet de courtoisie, là. Tu sais, c'est comme, puis là, on explique un peu, on jase avec les autres, puis c'est bien. Ça amène vers quelque chose, puis ils posent d'autres questions. Ça, c'est toujours positif. Ça, en tout cas, pour nous, là, ça, c'est toujours payant. On a aussi émis des constats d'infraction. Et je vous dirais que, les constats d'infraction ont aussi fait réagir, parce que le constat d'infraction, il y a une pénalité, il y a de l'argent associé à ça, mais il y en a 50%, 75% qui nous sont revenus puis on dit là, je suis tannée. Là, faut qu'on règle ça. Là, nous autres, on veut pas non plus. Tu sais, il y a personne qui veut passer pour le méchant puis le mauvais citoyen ou le mauvais commerçant. Bon, mais je comprends que ça peut être compliqué des fois, la gestion de matière visuelle. Donc, ça, c'est bien. Ça donne quelque chose. Puis, on en parlait la semaine dernière en rencontre d'équipe. Il y a un circuit là, d'usagers qu'on suit de façon régulière, qui ont reçu peut-être 2, 3, 4 billets de courtoisie. Bon, on s'est rendu compte qu'après 2, 3, 4, il y a peut-être 30% qui avaient amélioré leur comportement. Mais 30%, c'est bien. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même 3 puis 4 fois qu'il faut que tu passes. Oui, c'est vrai. Puis c'est juste 30%, peut-être. Oui, c'est vrai. Mais c'est 30%. Alors, faut continuer. Puis si ça fonctionne pas, on va aller un petit peu plus loin, mais on peut pas arrêter. Ça prend ça. Ça prend cette personne-là. Oui, puis il y a un combat entre la difficulté de la lenteur de changer des mauvaises habitudes versus la rapidité de la consommation qui nous arrive de l'autre côté. Exactement. Des choses, hein. Vous résumez très bien, c'est ça. C'est pour ça qu'on a tenu la conférence de presse la semaine dernière, tu sais, le bilan, puis d'être capable de venir dire, regardez, là, on est à 6 mois. On peut virer les choses, mais il va falloir le faire en gang. Tu sais, il faut le faire en équipe parce que l'amélioration de 2022, malgré le fait que tout est en place, sur notre territoire, on est privilégié parce qu'on a site de compostage, éco-centre, centre de tri, on a le lieu d'enfouissement technique qu'on gère de façon très rigoureuse. On a vraiment toutes les infrastructures et tous les services. Fait qu'il n'y a pas de raison qu'on soit pas plus performant que ça au niveau de la gestion de matières résiduelles.
Ça prend juste que chacun assume sa responsabilité. Fait que pour le citoyen puis le générateur, c'est de trier puis de mettre les choses au bon endroit. Puis s'il veut faire une coche de plus, c'est de réduire à la source. Puis nous, on va s'occuper de les transformer, c'est-à-dire puis de les traiter. Mais le tri, ça appartient aux citoyens. Nous, on peut pas le faire à leur place, le tri. Fait que c'est un peu ça. C'est de jouer en équipe comme ça. Bah, merci beaucoup, Nathalie, pour ton temps. C'est très intéressant toujours de t'entendre. Merci. Merci de votre intérêt. Toujours disponible. On est toujours disponible. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La chanteuse country originaire de Douglastown, Pamela Rooney, est une nouvelle fois en nomination dans les catégories Artiste de l'année et Chanson de l'année au Texas Sounds International Country Music Awards. Et comme un honneur ne vient jamais seul, la chanteuse sera aussi invitée aux cérémonies des prix Texas Spirit et Texas Heritage qu'elle a remporté l'an dernier. La Gaspésienne sera aussi de passage dans la région cet été, le 22 juin au Festival Bleu-Bleu de Carleton-sur-Mer, le 18 juillet à Grande-Rivière, le 11 août au Festival Musique du bout du monde de Gaspé et le 19 août au Chicago Fair. Nous l'écoutons. Bon, comment ça va, toi? Ah, ça va très bien. Occupé pas mal, mais ça va. Oui, ok. Tu jongles toujours entre ta vie, ton travail, la musique, beaucoup de choses à faire dans tout ça, la vie de famille. Oui, ça n'arrête pas. Et justement, on a appris il y a pas longtemps que tu étais nominé une nouvelle fois au Texas Sound International Country Music Award. Je vois en plus derrière toi, tu as toujours les titres. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ce festival? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, toi, tu revenais de là. Je crois que c'était des Texas Spirit et Texas Heritage. Oui. Est-ce que ça veut dire que tu vas y retourner ou comment ça se passe? Oui, je vais retourner le 16 octobre. Je vais retourner, puis les prix, ça se donne le 22 octobre. Comme ça, je vais rester une semaine. C'est des activités pendant une semaine. Mais c'est pas un festival, c'est vraiment le vrai, comme tu vois sur télévision, là, comme les CMA. C'est la même affaire. Puis ça vient même avec le gouvernement. Tu vois ici, là. Oui, comme ça, ça se passe le 16, puis c'est fini le 22. Mais je vais rester 2 semaines cette année. Je vais visiter plus Texas. Ah, super. Mais est-ce que tu vas aussi pour chanter à ce moment-là, pendant l'événement, oui? Oui, je vais chanter. C'est le samedi que moi, je vais chanter mes 4 chansons. Puis, la 16, c'est donne les prix. Comme ça, je vais chanter. Puis, je vais faire la nouvelle chanson que je viens de composer. Ça va sortir dans à peu près 1 mois. Ça s'appelait Country Ain't Country Anymore. Ça parle de musique country comme c'est plus comme avant. Parce que le country, c'est plus rendu rock, pop, tu sais, un style de même. Et moi, je veux garder le vieux style country. D'accord. Et toi, tu situerais qu'il part d'où ce vieux style country-là dans l'histoire? Parce que toi, t'es ici, là, à Gaspé, tu chantes ce style country-là, mais en même temps, on va dans le sud des États-Unis, puis on peut aussi l'écouter. Toi, tu dois le voir. Est-ce que tu sens une différence un peu entre le nord, le sud, comme ça, différentes régions? Oh non. Quand j'arrive, ça dépend comme Québec, on est plus western. Puis anglophone, comme je suis là, c'est pas facile pour les anglophones, mais c'est sûr, moi, je chante des chansons francophones aussi. J'aime tellement ça, là. Mais ça dépend où tu vas. Comme Gaspésie, ça dépend le village. Comme chez nous, Douglastown, c'est country western American, comme je fais, là. Mais si tu appelles les places où tu vas, c'est toutes différentes. Mais moi, je veux garder vraiment comme Nashville, Texas, des États-Unis. J'étais toujours de même, puis je veux garder ça comme ça parce que là, la musique que je chante de même, ça explose. Et puis je suis tellement fière de ça parce que là, des postes radio, tu n'attends plus comme George Jones, Merle Haggard, Waylon Jennings. Puis ça, je pense que je suis la seule femme qui chante presque toutes les chansons d'hommes. OK. Je peux garder le style de même, mais en espérant, là, ma chanson Country and Country, ça va exploser. J'ai hâte pour celle-là. Ah, puis qu'est-ce qui fait que tu t'es attaché autant à ce style country-là versus peut-être celui qui se joue là en ce moment au Québec ou d'autres qui sont plus modernes aujourd'hui? Non, mais c'est parce que mes parents, ils jouaient dans le band d'antan, The Exceptions, puis
j'ai toujours écouté la musique avec mes parents comme ça, tu sais, les reels de violon. J'étais tout le temps élevée dans ce genre de musique, puis ça n'a jamais parti. C'était toujours resté là, puis j'ai gardé, j'ai dit, ben, c'est ça la musique que je suis confortable de chanter aussi, parce que là, je suis vraiment pas un genre de hip-hop puis tout ça, là, j'ai jamais essayé ce genre de musique. Mais non, je veux continuer je veux garder le style traditionnel en espérant que d'autres mondes vont continuer de chanter ce style de musique. C'est tellement beau, là, puis c'est relaxant, puis c'est fun. Oui, hein. Et avant d'aller au Texas, je sais que tu vas nous faire entendre ta musique dans notre région. Il me semble que tu passes par certains festivals comme Musique du bout du monde à Gaspé. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ce que tu vas faire cet été? Oui, ben cet été, j'ai plusieurs festivals, mais cette année, j'en ai 4 à date à Gaspésie. J'ai le Festival Bout-de-Monde. La 16 de ce mois, je vais être en Carleton pour le Festival Bleu. Je vais être au La Marina. Je vais aussi chanter pour le Festival Chigawake pour Daniel. Puis en Grande-Rivière, c'est comme un genre de chapeau de nos artistes qui se font dehors. Ça va être en avant de l'église. Mais s'il mouille quelque chose, ça va être, je pense, dans l'aréna. Mais là, à date, mais j'aimerais ça de faire des tournées aussi, tu sais, mes festivals, mes spectacles à moi, plus en plus en Gaspésie. D'accord. Ça, c'est quelque chose que tu vas commencer bientôt, alors? Tu vas dire qu'on peut aller te voir comme un show bien à toi privé? Oh oui, ça s'en vient dans des petites salles, puis plus en septembre, octobre, mais pas octobre, je vais partir au Texas pas mal tout le mois d'octobre. Mais j'aimerais ça de faire parce que l'hiver, là, il y a de moins en moins de festivals. Comme ça, j'aimerais ça de faire plus des spectacles dans les salles. Puis pour des gens qui, tu sais, comme Barachouet, Douglastown, des petits villages, je vais essayer de faire des petits spectacles pour tout le monde. Puis, tu sais, où est-ce que je travaille au manoir, je fais des petits spectacles pour les personnes âgées que j'aime ça tellement. Bon, bah super. Pour terminer, j'avais une question qui est en lien avec la musique que tu fais. Tu disais tout à l'heure que t'es pas mal la seule femme qui chante des musiques comme ça d'hommes. Est-ce que tu sens autour de toi qu'il y a du monde qui est inspiré, parce qu'on voit qu'il y a quand même du monde qui essaye de percer un petit peu dans la musique country comme ça. Toi, on voit que depuis des années, tu concilies toutes sortes de métiers en même temps, parce que en plus que tu as ta vie de famille là-dedans. Qu'est-ce que tu donnerais un peu comme conseil pour les jeunes ou les jeunes femmes aussi qui essayent de faire un peu ce que tu fais? Ben, le conseil que je vais donner à les jeunes, premièrement, change jamais. Reste comme tu l'as, parce que là, moi, j'ai jamais changé. Je suis très simple. J'aime ça la chasse, j'aime ça faire du skidoo. Monte pas la tête comme je suis vedette. J'ai jamais fait ça. Je vais jamais faire ça. J'aime trop la vie. Puis la musique, garde-les simples. Mais une autre affaire, si tu veux suivre la carrière dans la musique, c'est pas facile. Et des gens qui pensent, tu embarques sur le stage, ça doit être fun, tu verras un bras. Non. C'est pas de même. Moi, c'est de l'eau, premièrement. On voyage beaucoup. Il y avait une année, j'ai fait 95 000 kilomètres dans 3 mois et demi. Je brûlais, fatiguée. Mais garde simple, reste gentil avec tout le monde. Quand tu fais un spectacle, parle avec les gens, ils sont là pour toi, ils paient des billets pour écouter un spectacle. Tu sais, ça coûte cher pour rentrer voir des shows, des fois c'est 25-30 pièces. Au moins qu'on peut faire, c'est un petit hello à tout le monde, des petits autographes. Tu sais, les gens aiment ça, mais moi, je vais jamais changer. Je vais rester comme ça pour le reste de mes jours. Bah, merci beaucoup, Pamela, pour ton temps. Et puis, on te souhaite, en tout cas, de bons festivals cet été. On va se croiser sûrement. Moi, je vais être à quelques-uns de ceux-là. Et puis un bon voyage, bien sûr, au Texas. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Donc, aujourd'hui, le 8 juin, Tourisme et Commerce Rocher-Percé a organisé une première rencontre des différents acteurs du milieu touristique dans le cadre du lancement
de la saison touristique. Absolument. Donc, dans le cadre du lancement de la saison touristique, on avait prévu 2 types d'activités. Une dans l'après-midi où on réunissait les acteurs qui œuvrent auprès de la clientèle touristique dans le but de faire connaître toute notre offre touristique au niveau de la MRC. Donc, si on part de Fort-Préval, puis on se rend jusqu'à Port-Daniel-Gascon, donc on avait plus de 16 présentations ici aujourd'hui où des gens venaient nous exposer toute leur offre. Donc, à tous les niveaux, là, ceux qui ont assisté, vous voyez, on a débuté à 1h et 4h30 avec à peine une petite pause de 5 minutes. Donc, on a vraiment une belle offre touristique et il y en a pour tous les goûts. Sportive, loisirs, quelqu'un qui, chez nous, en ce moment, là, sur notre MRC, dit qu'il n'y a rien à faire, il y a un problème. Là. Il y a un sérieux problème. On a beaucoup, on a une très belle offre touristique. C'était quoi l'objectif d'avoir organisé cette activité-là? Tourisme Commerce Rocher-Percé, c'est la fusion entre l'Office du tourisme et la Chambre de commerce. Donc, dans le cadre de l'Office du tourisme, il y a plusieurs années, moi, j'ai eu connaissance que c'était le genre d'activité qui pouvait être organisée un petit peu plus tôt au printemps pour donner l'opportunité à tous ceux, justement, qui travaillent au niveau de la clientèle touristique pour avoir une idée de tout ce qui peut être fait. Donc, j'ai tout simplement décidé de l'agrandir sur tout le territoire de Prével jusqu'à Port-Daniel-Gascon. Donc, il y avait, écoutez, on aurait pu louer l'aréna et j'aurais pu inviter 100 entrepreneurs qui viennent faire leur présentation de qu'est-ce qu'ils font comme entreprise auprès de la clientèle touristique. Mais là, l'accent était vraiment mis sur ceux qui ont des activités. Et cette rencontre-là, ça permet aussi d'outiller les différents intervenants. Absolument, absolument. C'est de faire en sorte que ceux qui travaillent auprès de la clientèle, que ce soit des serveurs, serveuses, des préposés à la réception, quand les visiteurs, les touristes leur demandent « mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait tel, qu'est-ce que vous nous conseillez? » Donc, ils vont être en mesure de sortir tout l'éventail de l'offre qu'on a, tant à tous les niveaux de baignade, à tous les niveaux des marches sur la plage, à tous les niveaux des... on a une belle offre de détente là, qui est en train de se développer, comme tu as pu le constater, au niveau des massages avec des gazebos privés sur le bord de la mer, de la massothérapie, les spas nordiques, les spas chauds, froids, les piscines, les gens, quand en fin d'après-midi, étaient tous détendus, avaient l'impression d'avoir... donc, dans le cadre d'une destination touristique, qu'on arrive avec une signature de détente, bien, c'est un petit peu le but aussi. Et naturellement, la panoplie de tout ce qui est possible d'être fait en kayak, en paddleboard, en compétition de toutes sortes de volleyball. Écoutez, il y a eu une présentation pendant 3 heures de temps, même si j'essayais de résumer ça en 30 secondes, là, c'est impossible. Mais je pense que au final, je dirais quoi, la cinquantaine de personnes qui étaient ici, peut-être plus, le ressenti, c'est qu'ils sont étonnés et épatés de tout ce qui est possible d'être fait dans notre coin. Une rencontre comme celle-là, comment ça va contribuer au développement de l'industrie touristique dans la région? Déjà que tous les gens qui œuvrent auprès de la clientèle connaissent bien toutes les activités, on dit toutes, en tout cas une bonne partie des activités qui sont disponibles. Le but parcouru là-dedans aussi, c'est qu'on en arrive à une offre complète. Donc, tant dans le ludique, dans le loisir, que dans le sport, que dans la détente. Donc, c'est de créer un facteur de retention de plus. Si les gens décident d'aller passer une journée sur une plage à Chandler, le lendemain d'aller au golf, le lendemain d'aller à l'autre club de golf, le lendemain d'aller au Folie Boréale, qui est la nouvelle entreprise là, avec des parcours aériens, d'aller faire du paddleboard autant sur la mer que dans les rivières. Écoutez, au bout d'une semaine, là, ils ont fait de tout et ils n'ont pas fait le tour. Donc, c'est ça un petit peu de faire connaître la variété des activités touristiques de notre milieu, créer le facteur de rétention, puis espérant que dans l'année suivante, les gens se disent « Mon Dieu, il faut revenir plus longtemps parce qu'on n'a pas eu le temps de faire
tout le tour, et de créer aussi l'esprit de collégialité entre les gens partout sur le territoire. Tu sais, que les gens collaborent entre eux et qu'ils deviennent des ambassadeurs entre eux, d'expliquer aux touristes, bon, ben, écoutez, avez-vous été... savez-vous qu'il existe telle chose, il existe telle activité et tout ça. Dans le fond, c'est l'industrie au service de l'industrie, c'est un petit peu comme ça. Et surtout, pourquoi aujourd'hui, le 8 juin, c'était d'envoyer le message que l'offre est prête. Bon, naturellement, tout le monde aujourd'hui, avec la température, a fait, c'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'on se dit, s'il avait fait très beau, on aurait peut-être eu de la difficulté à tous les avoir comme on les a eus aujourd'hui. Donc, c'est d'envoyer le message que la MRC est prête, nos responsables d'attraits touristiques sont prêts, on vous attend. Tu vas parler de collaboration. D'ailleurs, on a pu le remarquer pendant les différentes présentations, les différents dirigeants d'entreprise qui venaient dire, mon Dieu, je vais pouvoir référencer mes clients à vos services. Donc, on la voit, la collaboration. Oui. Puis, c'est bien bon, juste le goût de dire ouvrir les valves, parce que si on pense juste petit village, mais déjà Percé, on s'entend que c'est le gros de l'économie de Percé est touristique, mais découvrir aussi qu'il y a des offres un peu partout sur le territoire. Et c'est comme ça que mutuellement, ils peuvent en bénéficier. Quelqu'un peut dire, au bout de 4 jours, moi, j'ai fait le tour de Percé, mais s'il ajoute Port-Daniel, s'il ajoute Gascon, s'il ajoute Nova Lumina, Ura, les plages de Chandler, le club de golf de Chandler, le club de golf de Préval. Non, je pense que... Puis, les gens travaillent tellement fort. Donc, une journée comme aujourd'hui, ce qui leur donne l'opportunité de faire valoir ce qu'ils font et de se faire connaître, bien, je pense que ça va s'inscrire dans les activités. Début juin, attendez-vous à ce que cette activité-là, on la récidive. Même si les gens disent, bien, j'ai présenté mon offre l'année dernière, les gens bonifient tout le temps, ajoutent toujours un petit quelque chose de plus et ne pas prendre pour acquis que tout le monde nous connaît, c'est pas vrai. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Donc, ça va être à refaire à chaque année. Et des offres, on a pu voir qu'il y en a plusieurs nouvelles, d'ailleurs. La pandémie a créé ça en sens que des gens sont sortis. Beaucoup de personnes ont décidé de changer de mode de vie. Partis de la ville, décidé d'intégrer un lieu. On se disait à la blague, vous avez besoin de 2 mètres, on vous offre 2 kilomètres. Donc, de changer de style de vie. Et ça a donné place, ça a fait place justement à tout un paquet de nouveaux entrepreneurs qui arrivent avec une vision très collégiale, très... l'ancienne compétition est dépassée. C'est vraiment, on veut avoir une belle qualité de vie et on veut en faire profiter le plus de gens possible. Vous avez invité la population à devenir touriste, sous le thème « Touristes chez nous ». Touristes chez nous. L'idée de touristes chez nous, c'est que les Gaspésiens, nous sommes de grands voyageurs. On se déplace beaucoup, on va beaucoup à l'extérieur. Donc, de regarder son territoire avec des yeux nouveaux et au lieu de prendre l'habitude d'aller à l'extérieur, de dire « Pourquoi je ne ferais pas ma valise en fin de semaine et je m'en irais pas une journée à Percé? Je loue un hôtel, je laisse ma valise et je suis touriste chez nous. » Surtout, ça permettrait de dévancer la saison en juin. Naturellement, pendant le gros rush d'été, là, ça va peut-être être compliqué, mais en juin et en septembre, pourquoi pas une journée, un 24-48 heures touriste chez nous. Donc, on est en train de développer une formule où on pourrait arriver avec des offres rabais qui vont inciter les gens à venir regarder ce qu'ils voient depuis toujours avec des yeux nouveaux en étant touristes chez eux. Pour les entrepreneurs, c'est un événement important pour se faire connaître auprès des autres acteurs du milieu touristique. Je pense que c'est un événement primordial pour permettre aux gens de l'industrie touristique de partager leurs nouveautés puis de faire connaître leur entreprise, puis d'inciter aussi les gens à parler d'eux en échange de la même chose, dans le fond.
Bien, je trouve ça très important. Tout d'abord, j'ai pris connaissance qu'il y avait énormément de traits touristiques. Puis, je trouve qu'on doit être des promoteurs dans notre région. C'est-à-dire qu'on doit promouvoir toutes les activités qu'ils peuvent avoir. Puis, un forum comme ça nous permet d'avoir la connaissance de toutes les activités qu'ils peuvent avoir, que ce soit dans le Grand Percé, que ce soit à Grande-Rivière, jusqu'à Port-Daniel. J'ai trouvé ça très intéressant aujourd'hui, de participer à ça. Un événement où plusieurs acteurs touristiques se rencontrent est vraiment essentiel. C'est une excellente initiative parce que le tourisme ne se fait pas seul. Nous, on a de l'hébergement. Quelqu'un d'autre a une activité de kayak, un autre a une activité de course gaspésienne, de trek. On a besoin de tout le monde ensemble et tout le monde est l'ambassadeur de l'autre. Et tout le monde, dans le fond, a toujours de la répercussion sur un autre parce que c'est un ensemble de services qu'on offre. Un événement comme celui-ci permet une collaboration entre les différents acteurs du milieu. Je pense que le partenariat, c'est une chose vraiment importante pour notre région. Puis ça permet aux gens aussi de pouvoir offrir, je vous dirais, un produit de meilleure qualité. Oui. Tout à fait, même qu'on a déjà commencé à travailler avec des acteurs d'ici, là, Poussière d'étoiles, pour des produits avec des restaurateurs qui nous livrent des repas 3 services gastronomiques livrés directement dans les dômes. On travaille ensemble à s'envoyer des clients. Toutes les activités qu'on retrouve dans le coin avec le camp de base, on est connecté avec eux. On veut travailler de la forfaitisation dans le futur. Puis on veut justement avec toute l'offre offerte à Percé, de toute activité confondue, tout organisme et entreprise confondue, mais qu'on travaille tout en synergie ensemble, en symbiose. C'est le meilleur moyen d'y arriver, je pense. Cet hiver, cette collaboration-là a été vraiment importante parce que ça a permis vraiment à des touristes, même des gens de la Gaspésie, de venir chez nous puis d'avoir 3-4 jours d'activité, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'on travaille en collaboration, on se connaît. La personne qui vient chez nous se faisait livrer, par exemple, des repas de chez Nat et compagnie ou un autre restaurateur de Percé. Et ensuite, la journée, le lendemain, elle allait faire des activités au camp de base. Et tout ça, ça a été possible de faire du tourisme hivernal parce qu'on avait un travail de collaboration. Et il y a beaucoup de gens nouveaux aussi. Donc, une rencontre comme il y a eu lieu aujourd'hui, ça a permis au moins une quinzaine d'acteurs du tourisme, que ce soit de la restauration, de l'hébergement, des activités, de pouvoir tous échanger l'information, tout ce qu'on peut faire et on va pouvoir optimiser cette offre-là, que ce soit en été, à l'automne, à l'hiver, parce que maintenant, on est ouvert 4 saisons, plusieurs. Concernant l'offre touristique hivernale, certains entrepreneurs vont ajouter des activités à ce qu'ils offraient déjà pendant l'été, comme par exemple le club de golf de Chandler. Bien, tout d'abord, on a bonifié notre offre de service en mettant une formule pub à l'intérieur de notre club de golf. En plein centre-ville, je pense que ça répondait à des besoins. Puis, cet aspect-là, on va pouvoir l'exploiter durant toute l'année parce que notre club va être ouvert à la population qui veulent participer à des loisirs autour du club de golf. Il y a des circuits pour la motoneige, pour la raquette. Puis, notre infrastructure va pouvoir répondre à ça aussi parce qu'ils vont pouvoir venir à l'intérieur de notre club. On va être ouvert probablement du jeudi au dimanche là, durant la saison d'automne et d'hiver. Mais là, présentement, nous sommes ouverts tous les jours de la semaine. D'autres proposent de se regrouper afin de mieux développer cette offre touristique qui commence à peine à se développer à Percé, comme le soulignent les propriétaires du domaine Renard. Si on parle de développer l'hiver à Percé, pendant plusieurs années, plusieurs décennies, en fait, je crois que c'était placardé, il n'y avait pas grand-chose qui était ouvert. On est un petit groupe d'entrepreneurs maintenant qui tient à cœur à développer à ce que Percé soit hivernal, que l'offre s'améliore. Je crois que de tous se mettre ensemble puis de se faire une stratégie, entre autres pour s'assurer, par exemple, qu'il y a un restaurant d'ouvert tous les soirs, comme c'est pas toujours possible au même restaurateur de rester ouvert tous les soirs parce que manque de main-d'œuvre ou juste à un moment donné
par manque de temps aussi, et par notre disponibilité, peut-être se relayer, comme ça a tenté de se faire un petit peu cet hiver là, ici à Percé, pour une première fois depuis, c'est la deuxième hiver que, en fait cet hiver c'est le premier hiver qu'il y avait plus qu'un restaurant d'ouvert, même 3, même voire 4 par certains moments. Donc c'est ça. Que tous les acteurs du milieu se fédèrent, qu'on se tienne ensemble puis qu'on travaille l'offre hivernale pour remettre Percé sur la carte. L'idée que tous les entrepreneurs se fédèrent, c'est, je crois, ce que la nouvelle direction de tourisme, commerce Percé, en faisant un événement comme aujourd'hui, s'apprête à faire. Je pense que c'est une occasion, justement, à travers cet organisme-là aussi, où on peut arriver à se fédérer. Dans le fond, c'est une chambre de commerce, mais à laquelle on ajoute le tourisme. On peut croire que c'est peut-être par ce canal-là que ça va pouvoir se faire. La façon de voir le tourisme a peut-être changé au fil des années aussi. Le tourisme tel qu'il se développe actuellement, puis on le constate avec les entrepreneurs, on habite l'endroit. On veut vivre dans l'endroit à l'année, pas juste l'été. On veut rester les 12 mois par année. Fait que c'est peut-être une façon différente de voir le tourisme qui permet maintenant une ouverture hivernale parce qu'il y a une volonté de vivre ici, pas juste offrir un produit. On veut vraiment vivre les produits et vivre tous les entrepreneurs ensemble. Ça, bien, ça se passe 12 mois par année, puis ça passe par l'hiver. Fait que ce qui manquait, c'était développer cet aspect-là qui était peut-être une faiblesse jusqu'à maintenant. Pour savoir quoi faire dans la MRC du Rocher-Percé, consultez le site web de Tourisme et Commerce Rocher-Percé au tcrp.ca. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le 16 juin dernier, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement défavorable contre le règlement sur la redevance touristique de Percé. En réaction, la Ville de Percé porte en appel cette décision et suspend l'application de la redevance, le temps que le dossier soit réglé, comme nous l'indique Cathy Poirier, mairesse de la Ville de Percé. Elle revient avant tout sur les objectifs de la redevance. Alors, avant toute chose, nous allons effectuer un petit retour en arrière. Vous me permettrez de rappeler les principes et les objectifs qui ont mené à la création de cette redevance touristique. La Ville de Percé doit absolument diversifier et augmenter ses revenus afin d'assurer le financement durable de ses infrastructures touristiques municipales. C'est mathématique, c'est comptable, on n'y échappera pas. Depuis le départ, nous sommes convaincus qu'on ne peut pas en demander plus aux contribuables de la Ville de Percé qui sont déjà lourdement taxés. Ces principes et ces objectifs demeurent les mêmes aujourd'hui. Et je dirais sans crainte de me tromper qu'ils font consensus parmi les contribuables. C'est pourquoi la Ville de Percé a choisi d'innover en utilisant les nouveaux pouvoirs conférés aux municipalités du Québec dans le cadre de l'adoption du projet de loi numéro 122 en 2017. Nous étions d'avis, et nous le sommes toujours, qu'une redevance touristique est la meilleure façon de diversifier les revenus sans alourdir le fardeau fiscal de la population locale et sans augmenter les taxes foncières pour nos commerçants. Maintenant, la Ville de Percé a pris acte du jugement rendu par la Cour supérieure du Québec vendredi dernier. Nous sommes non seulement déçus, mais en désaccord avec la décision rendue par la Cour supérieure. La Ville de Percé va donc porter cette décision devant la Cour d'appel du Québec. Il est important d'affirmer haut et fort que ce recours juridique ne constitue pas une attaque contre les commerçants impliqués, mais bel et bien une mesure légitime pour faire reconnaître la validité du règlement adopté à l'été 2022. Et plus largement, le pouvoir de l'ensemble des municipalités du Québec de mettre en place de telles redevances réglementaires. Dans cet esprit, le Conseil municipal suspendra l'application de la réglementation sur la redevance touristique le temps que les débats juridiques entourant cette mesure inédite au Québec soient complétés. La redevance touristique ne s'appliquera donc pas à Percé en 2023 et les sommes perçues en 2022 demeureront pour le moment gelées dans un compte dédié, dans un fonds dédié, pardon. Ultimement, il s'agit d'un débat qui dépasse largement les frontières de la Ville de Percé. Nous sommes parmi les premiers au Québec à utiliser les nouveaux pouvoirs qui ont été attribués aux municipalités par le gouvernement du Québec, mais certainement pas les derniers. Plusieurs autres municipalités sont concernées.
En ce sens, la Ville de Percé est en discussion avec l'Union des municipalités du Québec et d'autres villes du Québec afin que soient partagés les coûts d'une telle démarche, notamment via le Fonds municipal d'action juridique de l'UMQ. À court terme, puisque nous ne pouvons compter sur les revenus projetés par cette redevance, nous allons évaluer les différentes options possibles afin de planifier le maintien de nos infrastructures touristiques. À cet égard, la Ville s'engage à rencontrer et consulter ses commerçants dès cet automne pour les entendre et tenter de trouver des pistes de solutions. Selon Maître Simon Cassette-Lachance, procureur de la Ville de Percé, le règlement adopté en 2022 est légal. Ce jugement compromet aussi le pouvoir des municipalités à mettre en place de tels règlements. Écoutez, je ne vais pas étaler nos arguments juridiques maintenant, mais ce que je peux vous dire, c'est que la Ville estime que la deuxième mouture du règlement adopté en été 2022 respecte le cadre légal et les pouvoirs qui ont été conférés aux municipalités par le gouvernement du Québec en 2017. Et aussi, il faut comprendre que le jugement invalide le règlement de la Ville de Percé, mais ça compromet aussi le pouvoir de l'ensemble des municipalités du Québec de mettre en place des règlements, des redevances réglementaires. C'est ce pouvoir-là qu'on veut aller défendre à la Cour d'appel du Québec. Les frais juridiques pour la première instance s'élèvent à près de 70 000 $. Cathy Poirier mentionne que les frais pour aller en appel seront moindres. Tout confondu, là, on est à 70 000 $ pour la première instance. Maintenant, on considère que ça ne va pas coûter les mêmes sommes pour la Cour d'appel, puisqu'on peut dire que tout le travail de recherche, tout a été fait. On a maintenant un procureur aussi à la Ville de Percé là, qui va évidemment y dédier beaucoup d'heures. Donc, on s'attend à voir, c'est sûr qu'il va y avoir des frais juridiques à débourser, encore une fois. Somme toute, je pense que c'est important de mentionner que les frais juridiques qui sont dépensés, je vais dire ça comme ça, pour les instances juridiques sont très, très largement inférieurs aux sommes du maintien des infrastructures touristiques qui devront être assumées par l'ensemble de la population. Est-ce que vous avez une idée pour l'appel? Ben, ça va coûter moins cher, je peux pas vous le dire, on n'est pas rendu là, mais on considère, on pense, notre procureur qui a défendu la cause à la Cour supérieure est du même avis, là, ça va être des frais qui vont être inférieurs à ce qui a été engagé jusqu'à maintenant. Présentement, c'est 800 000 $ du budget de la Ville de Percé qui est alloué à l'entretien des infrastructures. Annoncé, là, puis je vous le dis à quelques chiffres près, là, je vous arrive pas avec le chiffre précisément aujourd'hui, mais c'est 800 000 $ sur un budget de 7 point quelques millions de dollars qui est dédié à l'industrie touristique. Donc, 800 000 $, ça correspond quand même à une bonne partie du budget touristique de la Ville de Percé. On sait que les résidents et l'ensemble des citoyens de Percé, des contribuables, parce qu'on peut avoir des contribuables qui ne sont pas nécessairement citoyens, c'est important de le mentionner, contribuent à une grande partie de leur taxe foncière pour les infrastructures touristiques. Donc, 800 000 $ sur un budget de 7,4 millions, ça vous donne une très bonne idée de la hauteur et de l'importance que nos contribuables paient de leur taxe foncière annuellement pour ce maintien des infrastructures touristiques. Mais l'objectif de la redevance, effectivement, puis nos calculs qui ne peuvent pas être établis précisément tant qu'on n'a pas une année 0 de fait, là, une année 1 de fait, c'est-à-dire, oui, on pense qu'on peut couvrir, et au-delà de couvrir, parce que si je vous parle de 800 000 $ aujourd'hui, c'est 800 000 $, c'est un frais minimum. Donc, on n'arrive pas à améliorer le sort de nos infrastructures touristiques. Il n'y a pas d'entretien des immobilisations dans ce 800 000 $-là. On parle de peinture, on parle de remplacer des planches, on ne parle pas d'améliorer par exemple, les blocs sanitaires. On en a 11. On est vraiment très de base avec des employés, des équipes très limitées. On n'a pas des grosses équipes au récréo touristique pour faire l'entretien et des blocs sanitaires, des haltes routières, le gazon. Percé, c'est un très grand territoire, c'est important de le mentionner. Souvent, on pense que les infrastructures touristiques de Percé sont uniquement dans le cœur du village, mais il y en a de Cap-d'Espoir à Saint-Georges-de-Malbaie en passant par Val-d'Espoir. Donc, c'est beaucoup de terrain, beaucoup d'entretien. 6 haltes routières, 11 blocs sanitaires. Puis comme je vous dis, il y a des infrastructures qui demandent à de l'amélioration, qui demandent des investissements supplémentaires que ce qu'on fait présentement. On a la promenade de la Grève qui a été faite en 2018, qui a été un moment extraordinaire dans le nouvelle offre touristique, dans le nouveau déploiement
notre, je dirais, esthétique du cœur du village, bien, cette promenade-là demande beaucoup d'entretien. Présentement, elle est brisée. On attend après le ministère de la Sécurité publique pour venir la réparer pour la saison touristique parce que non seulement elle est brisée, ce n'est même plus une question esthétique, c'est une question de sécurité. Puis on n'a pas les moyens dans notre budget courant de fonctionnement pour aller investir ça, c'est pas budgété. Donc, il y a des sommes, on parle d'une somme très, très, très temporaire pour aller réparer autour de 50 000 $. On n'a pas ça dans notre budget présentement pour aller faire cette réparation précise-là. Donc, on a beaucoup d'exemples comme ça que je pourrais vous donner, mais nos infrastructures demandent des sommes importantes, puis on veut clairement pas aller piger dans les poches des citoyens du Grand Percé pour le maintien de ces infrastructures. Selon Cathy Poirier, 58 commerçants ont contribué à la redevance touristique et 33 ne l'ont pas fait. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre du Québec, M. André Lamontagne, était de passage à Grande-Rivière pour annoncer un montant de 24,07 millions de dollars accordé à Mérinov pour son projet de carrefour de l'innovation en pêche et en aquaculture qui sera situé dans l'ancien bâtiment du CANAP sur le carrefour national de l'aquaculture et des pêches. André Lamontagne mentionne que ce montant provient de 2 ministères. Sur le 24 millions de dollars, c'est 15 millions, un peu plus de 15 millions, qui est vraiment l'entente de soutien pour les opérations de Mérinov pour les 3 prochaines années. Puis ça, bien, ce que ça vient faire, ça vient sécuriser Mérinov dans son travail justement de recherche, mais aussi d'accompagnement. Puis à tout ça, à ça s'ajoute 8,5 millions de dollars additionnels qui vient du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, afin de vraiment s'assurer de pouvoir mettre en place ce carrefour-là, là, ce fameux hub. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait annoncé 17,3 millions, puis on pensait que ça ferait un job. Mais finalement, bien, le projet a évolué, puis on sait aussi ce qui est arrivé dans toute la structure d'approvisionnement partout au Québec. Puis on voit aussi des augmentations de coûts. Fait que de se revirer de bord au ministère de l'Économie, puis de consentir des nouveaux fonds pour faire en sorte de ne pas mettre en péril ce projet-là, mais de l'accompagner pour qu'il se réalise, bien, pour nous, c'est une grande fierté. David Courtemanche, directeur général de Mérinov, explique à quoi servira cet argent et l'importance de ce soutien financier. Ça confirme en fait le rôle crucial que joue Mérinov dans l'écosystème de la recherche pour transférer de l'innovation essentiellement ou de la recherche qui est réalisée dans différents centres pour la traduire en fait pour les entreprises. Donc la rendre bien réelle, bien tangible pour leur permettre d'améliorer leurs procédés de transformation, améliorer leur empreinte environnementale aussi, donc réduire la consommation d'eau, réduire la consommation d'énergie, réduire le gaspillage alimentaire, mieux cibler les espèces qui sont capturées aussi ou produites au Québec. Le signal que ça envoie aussi, M. Lamontagne et M. Sainte-Croix, c'est que c'est important d'investir en recherche. C'est important d'investir en recherche appliquée aussi, puis notamment dans le secteur des pêches et de l'aquaculture. Au Canada, en fait, pour ceux qui sont moins familiers, le secteur des pêches représente des retombées de 9 milliards de dollars par année. Au Canada aussi, le secteur des océans va représenter des retombées économiques de l'ordre de 40 milliards de dollars. C'est souvent un secteur qui est ignoré ou qui passe derrière d'autres secteurs tels l'automobile ou la construction. Mais le secteur des pêches, c'est un secteur qui fait vivre l'ensemble des communautés côtières, rurales au Canada. Puis au Québec notamment, le poids en fait que représente le secteur, c'est crucial dans notre économie. Au cours des 10 prochaines années, ces chiffres-là vont doubler. Donc, le Québec doit s'assurer d'être un joueur important, puis dans certains cas, de rattraper là, un retard qui a été accusé au cours des dernières années pour nous amener à niveau, amener le Québec ailleurs, que le Québec puisse devenir un joueur de calibre mondial, calibre international dans ce qu'on produit, dans le type de produits qu'on va faire, la qualité des produits qu'on va faire, puis au niveau de l'efficience aussi de la production qu'on va y apporter. L'industrie va devoir faire un virage important vers l'innovation au cours des prochaines années. Puis, ces nouvelles infrastructures de recherche qui vont être construites à partir essentiellement la semaine prochaine, ça va permettre aux entreprises de bénéficier finalement d'un support ou des expertises qui sont présentes chez nous pour les amener ailleurs, pour leur permettre de faire la transition.
Essentiellement, dans le projet de hub d'innovation, de carrefour d'innovation, qui va passer du PDF au béton très, très bientôt, on a 6 nouvelles plateformes technologiques qui vont être offertes. Essentiellement, les ateliers de design et de conception d'engins de pêche durable, une salle d'élevage piscicole avec de nouvelles technologies de traitement des effluents, des laboratoires humides et de production de microalgues, une micro-usine pilote pour valoriser les algues et les coproduits marins, des laboratoires d'écophysiologie et de biologie de pointe et une plateforme de transformation des produits marins. Pour Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, la ville est au centre du développement et de l'avancement des pêches depuis plus de 75 ans. Il est important que la ville de Grande-Rivière devienne un centre de convergence pour l'innovation et la recherche. Les retombées économiques bénéficieront à bien plus que la MRC du Rocher-Percé. Depuis plus de 75 ans, la ville de Grande-Rivière a été au cœur des différentes initiatives structurantes qui ont conduit au développement autant qu'à l'avancement de la recherche et de l'aide technique en pêche et en aquaculture. De la mise sur pied de la station expérimentale de recherche en pêche du Canada en 1936, au transfert de la station de biologie de l'Université Laval à Grande-Rivière en 1939, la création de l'École des pêches en 1948, l'installation de station technologique du MAPAC qui deviendra par après le Centre aquacole marin de Grande-Rivière. Grande-Rivière a été longtemps l'un des centres de pêche névralgiques de la province. À la suite de mon élection en 2017, j'avais l'opportunité d'acquérir le Canap par le MAPAC pour le convertir en hôtel de ville. Ma vision a été plutôt que la ville de Grande-Rivière œuvre s'inscrire dans une démarche de développement qui la confirmera comme un centre de convergence pour l'innovation et la recherche. Le conseil municipal a orienté sa stratégie de développement afin de favoriser et stimuler la synergie entre les différents acteurs majeurs, que sont Mérinov, le plus important centre de recherche appliqué dans les domaines des pêches, de l'aquaculture, de la transformation et de la valorisation des produits aquatiques au Canada, et l'EPAC, une institution de formation qui, grâce à des développements d'avant-garde, continue de se démarquer, entre autres, en téléenseignement ainsi que des entreprises de transformation des produits de la mer modernisés et des entreprises de services techniques. Les retombées d'un tel projet bénéficieront non seulement à la ville, à la MRC du Rocher-Percé, mais à terme à toute la région maritime. L'ensemble de ces activités contribuera le plus à la reconnaissance d'un leadership régional, interrégional et même national. La fin des travaux du nouveau carrefour d'innovation en pêche et en aquaculture devrait être complétée à l'automne 2024. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La revue de presse hebdomadaire. Ce mois de juin dans l'actualité régionale. Selon l'Avantage Gaspésien, Santé Canada annonce qu'elle imposera des avertissements sur chaque cigarette en plus de renouveler son lot d'images choc sur les paquets et cartons de cigarettes. Cette décision annoncée alors que se tenait la Journée mondiale sans tabac vient modifier l'apparence des cigarettes ainsi que leur contenant. Ainsi, de nouveaux messages et images peu appétissantes seront dorénavant visibles sur les paquets et les cartons. De plus, chacune des cigarettes aura son propre message d'avertissement, une première mondiale. Santé Canada ajoute que la fréquence de changement des messages s'accélérera et s'étendra dorénavant à tous les produits du tabac. Les fumeurs devraient voir ce changement au cours des prochains mois. Les cigarettes King Size seront les premières ciblées, suivies des autres formats. Tous les changements imposés seront en vigueur à 100% d'ici 3 ans. Le but derrière cette modification est de mettre à jour la stratégie anti-tabagisme, de renforcer le message qui perd de son impact après une surexposition des mêmes images après une période donnée et ultimement de faire baisser le nombre de fumeurs à moins de 5%. Le tabagisme continue de tuer 48 000 personnes au Canada chaque année. Les premières pales de 107 mètres produites en Amérique prendront la mer vendredi après-midi au port de Sandy Beach à Gaspé en direction de Boston, sur la côte est américaine, affirme Magaspésie. 6 pales ont été chargées sur le Roll Dock Sky depuis l'opération du transfert de l'usine LM Wind Power dans le parc industriel des Augustines vers le port, en passant par la nouvelle route industrielle, une opération spectaculaire qui s'est amorcée le 9 mai. Chaque pale pèse 60 tonnes et avec les équipements utilisés pour les maintenir en place durant le voyage, font qu'au total ce sont 100 tonnes qui sont transportées sur le navire pour une cargaison globale de 600 tonnes. Le bateau construit en 2016 navigue sous pavillon hollandais et est arrivé à Gaspé le 29 mai en fin d'après-midi après un voyage de 9 jours en provenance de Rotterdam, aux Pays-Bas. À son bord, les 6 pales prennent pratiquement la longueur de la surface du pont sur 3 étages. Une fois rendues à Boston, elles seront transférées à New Bedford, où est en construction le plus grand parc éolien offshore commercial des États-Unis.
La Direction de la protection de la jeunesse de la Gaspésie et des îles s'associe avec l'organisme Grands Frères et Grandes Sœurs pour développer un programme de mentorat auprès des jeunes de 16 à 21 ans, nous annonce Radio Gaspésie. Ce partenariat sera bénéfique pour les jeunes pour leur entrée dans la vie d'adulte. La directrice de la DPJ, Michel Frenette, explique que ces derniers seront jumelés avec des bénévoles avec qui ils feront des activités d'une demi-journée 2 fois par mois. Une dizaine de jeunes de 16 à 21 ans ont déjà démontré de l'intérêt pour être jumelés avec un adulte. Les personnes intéressées à s'impliquer pour faire du mentorat doivent s'inscrire sur le site internet des Grands Frères et des Grandes Sœurs, qui s'occupera ensuite du jumelage avec les jeunes de la DPJ, de la Gaspésie et des îles. Toujours selon Radio Gaspésie, le projet Zone Bleue, regroupant les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, souhaite obtenir la désignation de zone d'innovation en économie bleue. Cette initiative a pour objectif de mettre à profit les connaissances du domaine académique de la région et des acteurs de l'industrie des pêches. Les 2 régions disposent d'une complémentarité, soit de centres de recherche et de plusieurs entreprises de pêche et de transformation, ce qui pourrait s'avérer un atout selon le nouveau PDG de la Zone Bleue, Martin Beaulieu. Il affirme que ce projet constitue une vision globale afin de faciliter le développement de projets d'investissement d'entreprises privées du Québec et de l'extérieur. La Zone Bleue devient un joueur majeur pour la valorisation des ressources marines et de génie maritime pour une économie durable et la préservation des écosystèmes marins. L'année 2022 aura été particulièrement violente sur les routes du Bas-Saint-Laurent alors qu'on dénombre le plus grand nombre de blessés graves depuis 2017, nous indique l'Avantage gaspésien. L'an dernier, les routes du Bas-Saint-Laurent ont fait 69 blessés graves, soit 20 de plus qu'en 2021 et 26 de plus qu'en 2019. Il faut remonter à 2017 pour apercevoir un bilan pire que l'an dernier, alors qu'on avait recensé 78 accidents avec blessés graves. Sur une note un peu plus positive, le nombre de décès est en baisse depuis 3 ans, passant de 25 à 17 à 16 accidents mortels. Si l'on comptabilise les blessés légers, on constate que les routes du Bas-Saint-Laurent ont fait 9,1% plus de victimes en 2022 par rapport à l'an dernier. La palme du pire bilan 2022 revient à l'Outaouais, qui a vu le nombre de victimes sur la route augmenter de 13,1% par rapport à l'an dernier. Sur le plan national, le nombre de décès constatés sur les routes s'élève à 392 personnes, soit une hausse de 13,2% en comparaison avec les 5 années précédentes. Ce bilan fait dire à la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, que des actions doivent être prises immédiatement. D'ailleurs, la Société de l'assurance automobile du Québec poursuit ses efforts de sensibilisation auprès des conducteurs autour de 6 thèmes jugés prioritaires, à savoir la distraction au volant, la vitesse, les facultés affaiblies, la fatigue, le partage de la route et les comportements imprudents. Le taux de reproduction du fou de bassin atteint 58%, un sommet en une décennie, peut-on lire sur Ma Gaspésie. C'est le constat des rapports scientifiques dévoilés par le directeur du Parc national de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé, Rémi Plourde, qui mentionne que l'impact de la grippe aviaire qui a déferlé l'an dernier sur l'espèce emblématique de la Gaspésie a été beaucoup moindre qu'ailleurs. Aucun signal ne montre que le virus soit de retour. Gaspé sera l'un des ports d'escale qui recevra les premières croisières hivernales en Amérique du Nord prévues en 2025, nous dévoile Radio Gaspésie. L'Association des croisières du Saint-Laurent a confirmé la nouvelle lors d'une conférence de presse à Québec. C'est l'entreprise française Ponant, spécialisée dans les expéditions nordiques, qui offrira 4 croisières de 12 nuits entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Québec. La directrice d'Escale Gaspésie, Pascale Rémillard, précise que le navire nommé le commandant Charcot peut accueillir 245 passagers et 215 membres d'équipage avec 123 cabines. Gaspé recevra 5 escales de même que les îles de la Madeleine, et les autres ports de Saguenay et de Sept-Îles accueilleront le navire 4 fois. Pascal Rémillard précise que les croisiéristes vont jeter l'ancre le midi pour repartir le lendemain, soit un séjour de 24 heures. La compagnie Ponant a précisé que les croisières en hiver sur le Saint-Laurent vont alterner avec celles dans l'Arctique tous les 2 ans. Une coalition qui se porte à la défense du caribou réclame le dépôt de la stratégie pour protéger l'espèce alors que Québec retarde sa publication de, je cite, « quelques semaines ou quelques mois », nous informe Ma Gaspésie. Cette coalition de groupes dont fait partie Environnement Vert Plus et la société de conservation Zico de la baie de Gaspé fait cette requête alors que le gouvernement aurait annoncé lors de rencontres privées que la stratégie déposée en juin ne serait qu'à l'état de projet soumis à des consultations. La coalition demande au gouvernement Legault de ne pas utiliser la situation des feux de forêt comme prétexte pour retarder une fois de plus le dépôt. La coalition demande au ministre fédéral de l'Environnement Stephen Guilbeault de renoncer au délai supplémentaire accordé au gouvernement du Québec pour la divulgation de son projet. Le député de Gaspé Stéphane Sainte-Croix admet que le plan sera décalé dans le temps. Il ajoute que chacun des gestes aura un impact sur l'espèce et la réflexion permettrait de bonifier la stratégie.
Toujours selon Magaspésie, Québec débloque 15,5 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir les activités et les travaux de recherche et d'innovation de Mérinov en appui au secteur des pêches et de l'aquaculture commerciale. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, a confirmé cette aide vendredi à l'occasion de la pelletée de terre officielle des travaux de construction du futur carrefour de l'innovation des pêches et de l'aquaculture à Grande-Rivière. Le ministre a profité de son passage pour confirmer un soutien financier supplémentaire de 8,5 millions de dollars pour la réalisation du carrefour, une somme qui avait été avancée par décret gouvernemental le 22 mars et annoncée dans la Gazette officielle le 12 avril. Cette somme s'ajoute à l'enveloppe de 17,4 millions de dollars accordée en avril 2021 pour la concrétisation du carrefour. Avec la mise de fonds de Mérinov et d'autres d'ailleurs pour un peu plus de 5 millions et de Desjardins qui ajoute 250 000 dollars, le total du projet est maintenant de 31,2 millions de dollars. Ce lieu de recherche unique dans le secteur des pêches et de l'aquaculture québécois assurera une convergence entre chercheurs, étudiants, pêcheurs, aquaculteurs, entrepreneurs et industriels pour développer des technologies plus innovantes et de nouvelles espèces aquacoles. Le carrefour sera situé dans l'ancien carrefour national de l'aquaculture et des pêches de Grande-Rivière. Le début des travaux est prévu au cours des prochaines semaines et le chantier devrait être complété à l'automne 2024. Le mouvement Nourrir notre monde qui existe dans toutes les MRC de la Gaspésie et des îles de la Madeleine a une particularité en Haute-Gaspésie. Il a soutenu le lab Nourrir notre monde afin d'explorer des pistes vers une plus grande autonomie alimentaire, d'expérimenter de nouvelles techniques de production et de protéger des savoirs locaux, nous indique le journal Graphici. Après 3 ans, le projet pilote est rendu à terme. L'initiative a été financée à une hauteur de 619 000 dollars par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, avec la participation de la MRC. Pour clôturer le lab, ses protagonistes et des bénévoles ont dévoilé les résultats de leur démarche le 12 juin à Sainte-Anne-des-Monts. Un total de 13 infrastructures nourricières ont vu le jour ou le verront bientôt au sein d'autant de localités de la Haute-Gaspésie. Les responsables du projet pilote et certains citoyens bénévoles espèrent un prolongement du financement du lab. Une fois les projets déterminés, le soutien est nécessaire afin de les mettre en marche. La commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a finalement tranché. La circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia disparaîtra aux prochaines élections, affirme l'Avantage gaspésien. Cette décision fortement critiquée par plusieurs élus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie aura comme impact qu'un député de moins représentera l'Est du Québec à la Chambre des communes. Ainsi, les MRC de la Haute-Gaspésie, de la Matanie et d'Avignon seront annexés au reste de la Gaspésie, alors que la Mitis et la Matapédia rejoindront Rimouski. La trop faible population du territoire aura finalement été l'élément déterminant pour les commissaires qui n'ont pas considéré la vastitude des circonscriptions quand ils ont rendu leur décision. En revanche, une nouvelle circonscription verra le jour dans les Laurentides où le poids démographique est plus élevé. Au final, le Québec ne perd pas de députés à Ottawa, mais la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent auront une voix de moins au Parlement. Selon Radio Gaspésie, la Société de protection des forêts contre le feu annonce l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert et des feux d'artifice sur le territoire de la Gaspésie. Cette décision prise par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts s'explique par la situation dans plusieurs régions de Québec qui sont sérieusement affectées par les incendies de forêt. La porte-parole de la Sopfeu pour la région de l'Est du Québec, Isabelle Garriépi, fait le point sur les conséquences de ces incendies qui, heureusement, n'affectent pas la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Ainsi, le feu de joie et d'artifice à la plage de Haldimand ont dû être annulés, mais les autres activités au programme sont maintenues. L'organisation du Festival de Petit Cap prend la même décision d'annuler les feux d'artifice tout en maintenant les autres activités de sa programmation. Les femmes enceintes de la MRC de la Côte de Gaspé sont inquiètes alors que la découverture du service d'obstétrique à l'hôpital de Gaspé provoque des angoisses dans le dernier droit avant leur accouchement, peut-on lire sur Ma Gaspésie. Le comité consultatif de la maison de périnatalité rattaché à la maison de la famille par enfant de Gaspé a fait parvenir une lettre au président directeur général du CIS de la Gaspésie, Martin Pelletier, afin de déplorer la situation quant à la découverture des services obstétriques à Gaspé. Dans le document, il est évoqué que l'incertitude quant au lieu de naissance ajoute un stress inutile et préjudiciable au bon déroulement des accouchements. Le comité juge aussi essentiel d'avoir une infirmière ou un médecin joignable au poste téléphonique d'obstétrique de Gaspé, ou du moins que les appels ne soient pas relayés à une boîte vocale. Le service a été suspendu entre le 16 et le 22 juin. Une future maman s'est fait dire aussi qu'il y aurait une découverture prévue du 30 juin au 4 juillet. Le CIS Gaspésie est conscient de la situation, écrivant dans un courriel que le service d'obstétrique de l'hôpital de Gaspé est fragile en raison d'enjeux de ressources humaines au niveau du personnel infirmier. Sans nier que le service pourrait être à nouveau perturbé, le CIS dit travailler
employés d'arrache-pied dans chacun de ces services afin d'offrir la meilleure couverture aux usagers. En cas de découverture, des plans de contingence avec des corridors de services sécuritaires sont mis en place vers d'autres centres. Dans le cas précis des découvertures en obstétrique, les femmes enceintes de 36 semaines et plus sont interpellées individuellement et de l'hébergement leur est offert à proximité des services, selon les besoins spécifiques à chacune. Pour Gaspé, le corridor de service est établi avec Chandler. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Et ce matin, après la cérémonie du drapeau, quelques iris versicolores seront distribués à quelques résidents de la ville de Grande-Rivière. Salut, ville de Grande-Rivière. Bienvenue chez vous à la Fête nationale du Québec. On est heureux de vous retrouver à ce moment de l'année où on crie qui nous sommes. Tous les espoirs sont permis et tout devient possible. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer notre beau Québec, un Québec à notre image, un Québec créatif, résilient, déterminé. Nous sommes présents en présence du groupe Dans Cuisine.